bienvenue à cette première table ronde sur le carrefour associatif du film d'animation. Donc pour ce matin, on va parler de l'état des lieux du secteur, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est compliqué en ce moment. Je fais rapidement un petit tour des intervenants. Donc on a Nicolas du SPIAC CGT, on a Jean-Luc du SNT-PCT, Cédric de la CNT, Estelle de AnimaFpop et Paps de l'association Les Intervalles. Voilà. Donc pour démarrer, oui, direct, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état des lieux du secteur? Est-ce que vous avez des chiffres à nous partager, même s'ils ne sont pas encore tout à fait d'actualité? Parce que le CNC va... Pour info, le CNC va diffuser ses chiffres de 2024, c'est ça, à 16h30 aujourd'hui. On est un petit peu en avance sur le truc. Donc on va vous parler de chiffres plutôt de 2023. Mais ça présage déjà quand même d'avoir une bonne overview d'où on en est. On n'a pas forcément les chiffres exacts, mais on a déjà des prédictions sur quelle base, on ne sait pas, mais qui avaient été présentées par Anime France au Radiraf et au Festival de Rennes, qui parlaient donc de la crise du secteur et d'une reprise courant 2027. Sur quelle base, encore une fois, on ne sait pas trop. Ça fait 3 ans qu'ils n'arrêtent pas de nous dire ça reprend dans 1 an, ça reprend dans 2 ans, ça reprend dans 1 an. On ne sait pas où ça en est, on a l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas trop où ils vont. Mais on voit bien quand même qu'il y a eu une réduction des productions. Au sein des intervalles, nous, on estimait que pour 2024, on avait peut-être perdu presque 1 millier d'emplois. On attend de voir les chiffres du CNC pour pas faire trop ça à la louche et trop au pifomètre, mais clairement, la tendance est pas au beau fixe. Je sais pas, niveau syndicat, je pourrais tout. Une des choses qu'on peut noter en termes de chiffres d'emploi, etc., effectivement, avant d'avoir les chiffres un peu détaillés du CNC, les plus actualisés qu'on aura cet après-midi, c'est que la crise, elle ne s'est pas ressentie tant en termes de perte d'emploi, mais plutôt en termes de perte d'heures travaillées au global. Et en fait, c'est juste que les gens ont pu continuer, pour certains d'entre eux, à travailler, mais en faisant des contrats plus courts ou en ayant moins de contrats dans l'année. Et donc avec aussi une difficulté supplémentaire pour accéder au régime de l'intermittence. Et donc du coup, c'est vrai que il y a la question du nombre de salariés embauchés en CDI, en CDDU dans le secteur, mais aussi le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures déclarées. En sachant que le nombre d'heures déclarées ne peut pas forcément dire le nombre d'heures réellement travaillées, mais ça on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a eu un décrochage du nombre d'heures travaillées. Et donc ça veut dire que les gens continuent à travailler, mais travaillent moins, donc gagnent moins et enclenchent moins d'heures pour accéder au régime d'intermittence. D'accord. Et cette crise-là, du coup, comment est-ce que vous l'expliquez? Parce qu'elle est évidemment multifactorielle, c'est pas une raison particulière. Mais c'est quoi votre regard là-dessus? Moi, je l'ai vu en tant que dire prod en studio, où entre 2018 et 2022, certains studios, pas tous, je ne veux pas tous les mettre dans le même sac, parce qu'il y a plein de formats de studios, de styles de studios différents, mais beaucoup de studios français se sont quand même jetés dans cool, c'est bien ça la crise. Se sont jetés sur le nouvel Eldorado, qui était la plateforme de streaming, parce que les Netflix, Disney+, quand même Crunchyroll et Warner faisaient des prods à tout va pour attirer un nouveau public. Ils ont arrêté en 2022 cette politique parce qu'ils ont atteint globalement un seuil d'abonnés suffisant pour ne plus avoir à faire tout le temps des nouvelles prods pour rameuter de nouvelles personnes. Et en parallèle, nos studios, ils ont énormément grossi, mais ils n'ont pas pour autant travaillé à sécuriser la production française et européenne. Ce qui fait que là, d'un coup, on a plein de clients nord-américains qui ont un peu disparu du spectre de l'anime française. Et on se retrouve à revenir en fait il n'y a plus de boulot, mais on se retrouve à ce qu'on avait en prod avant 2018. Ce qui était quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui, vu qu'on était, il me semble, bien 2000 de moins à l'époque que ce qu'on est aujourd'hui. Donc forcément, là, ils se retrouvent un petit peu les pieds dans l'eau, le patronat. Et il y en a qui cherchent des solutions, mais on va en parler, des solutions. Mais ils se remettent pas en question pour autant. Après, en crise, niveau syndicat, il y avait des grèves, je crois, aux États-Unis. En tout cas, il y a eu des négociations autour de la reconduction d'une sorte de convention collective aux États-Unis dans le secteur du film d'animation, où justement le gros enjeu c'était autour de la protection des salariés vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Il y avait aussi la question des salaires et de l'utilisation.
Ils ont réussi à obtenir gain de cause, soit avec des menaces de grève et des gros rassemblements pour certaines parties, mais par exemple sur toute la partie intelligence artificielle, il n'y a rien qui a été vraiment très encadré, un peu à l'image de ce qui avait été fait un an auparavant pour les scénaristes et les acteurs. Je laisse compléter là. Je vois, moi, côté patronat, j'ai entendu pendant 2-3 ans, là, il nous disait oui, c'est la faute des scénaristes à Hollywood. Et vraiment, il dit c'est la faute de la grève des scénaristes à Hollywood qui fait qu'on est en retard sur nos prods, qu'on a moins de projets parce que les États-Unis sont même en retard dans la production. Et ça s'est résorbé, ça, depuis 2022 quand même, j'imagine. Parce que on nous le ressort un peu à tout va depuis 2-3 ans, mais c'est une grève qui a duré quelques semaines et qui nous a pas, nous, en France, empêché de développer des projets. Donc est-ce que c'est un peu une excuse que nous ressort le patronat à défaut et pour un peu se dédouaner de l'origine de la crise qui dépend un peu d'eux? C'est une possibilité, mais c'est vrai que comme eux-mêmes sont finalement très peu transparents sur le sujet, on n'a pas beaucoup d'infos. Moi, ce que j'ai vu... non, pardon, vas-y. Ouais, parce qu'après, il y a aussi, en fait, plus localement, il y a aussi la baisse des subventions qui ont vachement freiné l'investissement dans les productions françaises. Et ça, enfin, je pense que ça joue aussi beaucoup. Bon, c'est un autre sujet, en fait. Non, si, c'est un sujet. Voilà. Mais, enfin, c'est un autre point, quoi. Mais du coup, forcément, il y a une attente envers les streamers et envers les productions américaines, d'autant plus qu'en fait, en France, on n'est plus trop autonome. Et ouais, c'est peut-être ça aussi le problème numéro 1, quoi, parce que ce qui se passe aux États-Unis, on le contrôle pas trop. Mais quand tu parles de baisse d'aide, c'est à l'échelle régionale, nationale, européenne? Partout. Le CNC, ils sont beaucoup plus sélectifs. Ce qui est pas un problème en soi, mais du coup, il y a beaucoup moins de projets qui sont subventionnés. Il y a l'échelle locale. Ah, pardon. Donc il y a moins de projets subventionnés, et puis à l'échelle locale, oui, on sait très bien qu'il y a des régions qui ont coupé le budget de la culture à fond, puis de toute façon, là c'est au niveau national, donc... Jean-Luc, tu veux rajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que en fait, le fait de dire que c'est la faute de la grève des scénaristes, si la situation va mal en France, c'est un peu facile, quoi. C'est une façon de dire aussi, lorsque vous vous mobilisez pour défendre vos droits, c'est ça qui crée des problèmes et qui aggrave la situation. Et c'est un message qu'on peut pas vraiment entendre, quoi, qui est insupportable, quoi, en fait. Et quand on participe à la négociation à la CPPNI tous les ans, constamment, et que les producteurs nous répondent qu'ils peuvent pas augmenter les salaires, qu'ils peuvent pas donner tous les jours fériés, etc. En ce moment, ils ont beau jeu de dire, parce que la situation est grave dans l'animation, mais quand la situation n'était pas grave dans l'animation et qu'au contraire elle était florissante, ils nous disaient oui, mais il faut pas trop demander non plus parce que le secteur reste quand même fragile, quoi. Donc à quel moment il faut demander et il faut obtenir. Là en ce moment, ce manque d'écoute des producteurs vis-à-vis des attentes des salariés, elle fait qu'en ce moment la colère monte parmi les gens de ce secteur et que la situation est effectivement préoccupante. Donc voilà ce que nous on a à dire. Nous on va pas mettre de côté nos revendications qui sont à peu près les mêmes depuis le début, sous prétexte que la situation va mal, parce que les salariés de ce secteur sont les derniers responsables de cette situation. Eux au contraire ils font le boulot et ils ont fait le boulot correctement depuis des années, qui a fait que l'animation française est arrivée au niveau où elle est arrivée. C'est pas les producteurs qui tiennent le crayon ou le stylet, c'est les gens qui travaillent, c'est eux qui font le travail et qui créent la richesse de ce secteur, et aujourd'hui ils payent le prix du manque d'anticipation des producteurs qui effectivement n'ont pas suffisamment sécurisé les financements des productions en France, quoi. En plus, en argent public, tu disais Estelle que ça avait baissé, mais il y a quand même eu de l'argent public qui a été versé pour aider les producteurs. C'est France 2030 là. Ouais. Il y a eu la grande fabrique de l'image avec le CNC et c'était avec BPI France, je crois, en 2021, où ils ont voulu débloquer
Pas de bêtises, je crois que c'était 360 millions pour la culture. Combien exactement pour l'anime, je sais pas, mais il y avait une douzaine de studios et une dizaine d'écoles qui avaient pu bénéficier de cet argent public. Et au final, on ne sait pas où est passé l'argent, on ne sait pas est-ce qu'il a été versé. Et il y a des studios qui ont été lauréats de France 2030 qui ont depuis été en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire, comme Cyber Group. Donc où est passé l'argent, on ne sait pas. D'autres qui ont été rachetés par des studios, des boîtes étrangères. C'est le cas de Tinto qui a été racheté par une holding italienne qui avait été sélectionnée pourtant par France 2030. Et au final, c'est de l'argent public et les travailleurs, ils n'en voient jamais la couleur. On ne sait pas où est passé l'argent. C'était censé renforcer, parce que c'était en 2021, à l'époque où c'était encore la teuf dans l'anime, et c'était vraiment présenté comme censé consolider le secteur qui se porte bien et l'encourager à aller encore au-delà. Et au final, on s'est retrouvé l'année d'après avec un début de crise et on ne sait pas est-ce que l'argent a été versé, combien a été versé encore une fois. Et on avait essayé à un moment aux intervalles d'interpeller les médias et certains députés, notamment de la commission parlementaire des affaires culturelles et de l'éducation, en leur disant ce serait peut-être bien de creuser un peu le sujet parce que c'est important. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais on a essayé aussi de se faire entendre médiatiquement parce que c'est une crise sans précédent qu'il y a dans l'anime quand on compare avec celle qu'il y a eu avec la bulle internet début 2000 et la délocalisation à l'époque, c'est quand même pas comparable. Mais on voit bien que médiatiquement, on a du mal à être aussi visible et que du coup, c'est une crise qui passe un peu inaperçue aux yeux du grand public, alors qu'en plus, on est un secteur un peu parsemé partout, alors que dans d'autres milieux où il y a une usine qui ferme, il y a 200 personnes qui risquent de se retrouver au chômage, enfin, qui vont se retrouver au chômage avec les licenciements économiques et tout. Là, il y a plein de médias qui en parlent. Et nous, finalement, on a des studios comme Cyber Group, qui sont quand même des gros studios historiques, qui ferment du jour au lendemain, d'autres qui virent des gens aussi du jour au lendemain dans des petits bassins d'emploi comme Andarta à Valence. Et finalement, il faut que nous, les travailleurs, on pousse auprès des médias pour être entendus et c'est même pas évident, on est obligé de faire du lobbying pour être entendu auprès des médias. Cédric, tu voulais compléter? Ouais, c'est vrai que je voulais c'est un peu pareil. J'avoue que je suis pas très à l'aise avec l'idée de se couper la parole, donc je préfère autant qu'on. Ouais, c'est mon organisation, on était très horizontale et démocratique, donc voilà. Mais oui, je voulais dire juste que effectivement la question de la crise qu'il y a eu avec les grèves des scénaristes aux États-Unis, ça a été un premier point de bascule, on va dire, quand même dans l'économie. En fait, ça a mis à l'arrêt quand même des productions, mais qui étaient des productions qui étaient liées aux productions américaines, en fait. Parce que les productions françaises continuaient avec leurs propres licences et n'étaient pas forcément impactées par ça, quoi. Il y a eu des acteurs qui ont arrêté de doubler, donc forcément ça a eu des arrêts sur les animations, mais ça a été juste qu'un décalage en fait de planning des productions. C'est pas vraiment été... Donc taxer ça de crise, je suis assez d'accord avec Jean-Luc, c'est un peu fort de café. Par contre, ce qui s'est réellement passé, c'est ce qui nous a été expliqué, je ne vais pas faire le porte-parole de l'Anime France, mais c'est ce qui nous a été expliqué en réunion de convention collective, parce moi je les ai déjà interpellés pendant les Radiraf, en leur disant, est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce qu'il y a une autocritique de ce qui s'est passé, de ce qu'ils auraient mal fait, enfin voilà, parce que clairement on voit que ça se casse la gueule. Et là-dessus, ils nous avaient répondu que, en gros, je sais pas si vous connaissez ce truc des nuls, pas des nuls, des guignols de l'info, c'est pas de notre faute, c'est la faute à la crise. C'est exactement ça, quoi. C'est en gros, il y a eu la bulle spéculative parce que c'est clairement ça qui s'est passé avec les plateformes de streaming. Tout le monde a vu Eldorado en mode il y a des super productions Netflix, Disney Plus et compagnie. Ils se sont dit on va prendre un client unique, on va tout miser là-dessus. Et puis finalement, les Américains ont un autre système de fonctionnement, c'est qu'ils sont à la course aux abonnés. Une fois qu'ils ont les abonnés suffisants, c'est le blitzscale, quoi. En gros, on prend le monopole, on agrandit notre monopole, et puis une fois qu'on a le monopole, après, on vire les trucs qui nous servent un peu à rien, on fait le nettoyage, quoi, de ce qui rapporte pas. Et puis à côté de ça, on commence à monétiser notre truc, alors qu'avant c'était plus ou moins pas cher. Voilà. Donc il y a toute une économie où, je pense qu'il n'y a pas eu de sens autocritique de leur part de se dire est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de diversifier un peu nos contenus, de ne pas se baser uniquement sur des longs métrages ou sur des séries, essayer de capitaliser aussi sur la publicité. Enfin, je trouve que l'animation en fait c'est un média en fait, on peut l'utiliser dans divers formats.
Et là, c'est vrai qu'ils ont, enfin, pour moi, ils ont clairement merdé, surtout ils font pas d'autocritique. Après, sur les chiffres, pour revenir un peu au tout début, en fait, il n'y a pas besoin de chiffres pour constater qu'en fait, on a plein de collègues qui juste crèvent la bouche ouverte. Hein. Franchement, moi je le dis, non, mais c'est. J'ai plein d'amis qui, genre, juste sont dégoûtés, sont passionnés de films d'animation depuis qu'ils sont tout petits et qui renoncent parce qu'en fait, il faut juste faire vivre, payer les factures, leurs gamins. Et quand on leur parle de ça, même si j'aime pas trop aller sur l'affectif, mais quand on leur parle de ça, de remplir les frigos et tout, et ils ne bronchent pas d'un sourcil, quoi. Enfin, c'est pas leur point de vue. Et dernière chose, c'est, je pense qu'on est complètement, enfin, la CNT, on est branché, perfusé sous les subventions publiques. Donc effectivement, dès qu'elle s'arrête, genre, typiquement France 2030, là, pour moi, c'est pas le bon spectre à prendre, en fait. Enfin, c'est pas la bonne voie à prendre de se baser uniquement sur les subventions publiques. Parce qu'effectivement, dès qu'elle s'arrête, eh ben, il y a le contre-coup derrière. Il n'y a pas d'investissement sur le long terme des entreprises où ils pourraient capitaliser sur ce qu'ils ont fait, les réinvestir à bon escient sans faire de profit lucratif et essayer de faire perdurer un peu la machine, quoi. Bon, après, moi, je suis pas producteur. Je m'en fous un peu que les boîtes, je dis très clairement que les boîtes capitalistes qui tombent, j'en ai un peu rien à carrer. Par contre, c'est les salariés, enfin les travailleurs et les travailleuses, mais on verra par rapport aux solutions, doivent prendre conscience que le salariat implique aussi d'être à la main des employeurs et du coup de forcément avoir les conséquences de leurs actions. Nico, tu veux compléter ? Oui, en fait, je voulais dire que c'est vrai que la question des origines de la crise, comme l'a dit un peu Cédric au début de son intervention, quand on pose cette question, on retombe toujours un peu sur les arguments qui sont avancés par Anime France et on se retrouve dans des situations un peu difficiles. Et je pense qu'il faut poser le problème à l'envers en se demandant pourquoi la crise n'a pas eu lieu plus tôt. Et c'est là où on peut retomber sur un propos plus syndical, où on peut se dire pourquoi la crise n'a pas eu lieu plus tôt. C'est parce que on avait, enfin, la variable d'ajustement qui permettait aux studios de finir les projets alors même qu'ils n'avaient pas forcément les financements, c'était parce que les salariés bossaient plus que ce qu'ils devaient bosser, parce que les salariés donnaient énormément parce qu'ils sont passionnés d'animation et du coup ils ne comptent pas les heures, ils sont prêts à accepter parfois des salaires en dessous des minimums conventionnels parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir le choix, etc. Et donc du coup, les deux raisons pour lesquelles on pourrait expliquer que la crise n'a pas eu lieu avant, c'est effectivement qu'on avait des salariés en France qui étaient très qualifiés. Et ça, il y a une table ronde cet après-midi sur la question des écoles, avec la multiplication des écoles et des formations qui sont un peu bricolées à la va-vite. On voit que c'est plus forcément le cas. Mais ça, effectivement, on va en parler dans une autre table ronde, mais ça vaut le coup de quand même faire un petit tour d'horizon là-dessus. C'est ça, juste je mentionne le point, mais c'est avec l'autre point qui explique que pourquoi la crise n'a pas eu lieu avant, c'est parce qu'on avait des salariés qui en gros bossaient d'arrache-pied pour finir les projets, malgré parfois des devis très faibles. Et ça me permet de reboucler un peu avec l'actualité, parce que ce qu'on a vu par exemple à Valence du côté d'Andarta, Babs l'a évoqué tout à l'heure, c'est un projet qui s'arrête brutalement, qui laisse 80 salariés sur le carreau dans des conditions d'une violence assez forte, avec des conditions de travail sur le projet qui sont, vous avez pu lire, je pense, les comptes rendus, les communiqués du collectif La Barbe, assez violentes. Et quand on en a discuté en groupe de travail en interne au SPIAC, il y avait un camarade qui avait dit « Mais en fait, combien il y a de projets où c'est exactement les mêmes situations de travail et ça finit ric-rac par passer parce que les salariés vont au bout de leur effort et en fait, ça passe, quoi. » Là, pour l'ANA, il restait quelques mois à faire, etc. C'est pas passé parce que finalement, il y avait plus d'argent et la prod avait fait n'importe quoi. Mais combien il y a de projets qui sont passés à ça de s'arrêter en fait du jour au lendemain. Et du coup, la question qu'il faut qu'on se pose dans une situation de crise où effectivement ce genre de situation peut se multiplier, c'est comment, en tant que salarié, on peut s'organiser collectivement pour que lorsqu'une situation comme ça arrive, il puisse y avoir le sursaut qu'il y a eu par exemple sur le projet LANA, avec des salariés qui ont pris à bras le corps ces questions-là, qui ont organisé des assemblées générales des salariés, pour essayer de défendre leurs droits dans une situation où là concrètement ils étaient écartés d'un processus de redressement judiciaire qui permettait de mettre leur salaire à la dette de l'entreprise pour qu'elle soit obligée de les payer. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'en plus il y a un rassemblement tout à l'heure
à 12h15, auquel je vous invite tous à venir participer, où on va parler un peu plus longuement de toutes ces questions-là. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi une chose, et je finis là-dessus, qui peut paraître un peu contre-intuitive, mais c'est que quand c'est la crise, il y a un peu cette idée que il faudrait pas forcément, et ça rejoint un peu ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, défendre le droit, défendre des salaires élevés, parce qu'on ne peut pas demander ça aux studios. Mais le truc, c'est que le droit du travail et les salaires minimums, c'est précisément des règles qui sont là pour protéger les salariés quand c'est en une période de crise, parce que c'est un filet de sécurité qui permet justement d'avoir suffisamment pour vivre dignement de son travail. Et donc c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut demander le respect strict de la convention collective et du droit du travail. Parce que si on n'a pas ça dans ces moments-là, en fait, ça sert à rien. Et donc, du coup, c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut pousser, même si on pense qu'il n'y a pas d'argent dans le studio, etc. Parce qu'il y a aussi, d'une manière générale, un grand enfumage aussi de la part des studios sur leur capacité réelle, parfois, à payer les salaires, etc. On n'a pas de visibilité, on ne peut pas les croire sur parole. Donc, je pense que c'est très important de se dire que c'est précisément dans ces moments-là de crise qu'il faut se battre pour le salaire et le respect des conventions. Et pour en revenir, moi je voulais aussi revenir sur les écoles, parce que j'ai le sentiment que là, ces dernières années, il y en a plein qui ont ouvert au détriment, sans avoir une vraie vision de la réalité du marché, et que j'ai le sentiment aussi que c'est beaucoup on a ce discours-là auprès des parents, parce que c'est souvent des gens qui ne sont pas forcément du milieu, qui ne connaissent pas bien l'intermittence, etc. Alors peut-être que je généralise trop, là, justement, je vais avoir votre avis là-dessus. Et je sais pas, c'est quoi votre vision là, sur ce qui est en train de se passer, sur toutes ces écoles qui ouvrent, alors qu'en fait, on est déjà à flux tendu. Ouais. Bah, je pense que c'est toujours... après, en tant que syndicat anticapitaliste, je ne veux pas dire autre chose. Mais clairement, les écoles, tout ce qu'elles veulent faire, c'est de l'argent, quoi. Enfin, il y a des... que ce soit Brassard ou... c'est des gros. Des gros groupes, en fait, qui absorbent des écoles qui ont été créées à la base sur on va dire peut-être sur des valeurs qui étaient beaucoup plus humanistes. Finalement, se font capter par des gros groupes qui veulent juste faire de la thune. Et leur logique, c'est pas du tout de savoir si les étudiants vont sortir avec un job à la clé derrière. En fait, eux, ils veulent faire perdurer leur système à eux, se payer eux en tant que salariés de leur propre groupe. C'est assez dramatique, mais en fait, j'en reviens au truc de... En fait, il faut faire la quête pour absolument tout. Il faut faire la quête pour avoir les sous, pour faire des prods. Il faut faire la quête pour avoir des formations de qualité et pas sous des gros groupes capitalistes. S'il y avait vraiment un truc à réfléchir, c'est de sortir de cette logique de travailler au service de personnes qui n'ont pas dans leur corps et âme l'envie de faire des films d'animation de qualité et de respecter les droits des salariés parce que c'est des travailleuses qui donnent de leur personne pour des projets intéressants, sur des idées qui sont maintenant valorisantes pour la société et le collectif, et qu'en fait on détourne en fait cet art en quelque chose de machine à cash en fait. C'est pour ça que je disais aller vers les grosses super productions. C'est sûr que ça peut permettre de grossir derrière, d'avoir des... Il y a eu ce truc là aussi de dire va falloir grossir les effectifs, du coup on va prendre plein d'étudiants. Les formations, du coup comme il y a plein de formations, ça fait plein d'étudiants qui du coup sont sur le marché de l'emploi, et puis moi j'étais outré de voir qu'il y avait des étudiants qui sont venus me voir en me disant que ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas de boulot, ils étaient sortis d'école. C'est la première fois que je vois ça depuis que je travaille. À l'inverse, on a des seniors qui perdent leur taf parce que du coup sont payés trop cher et sont remplacés par des juniors. On a ce truc là, et au-delà même de tout le sort de tout le secteur, en fait la machine capitaliste s'alimente elle-même, parce que finalement ça les arrange bien. Je vois qu'il y a des entreprises qui profitent clairement de la crise, quoi. Moi je travaille à Illumination, eux ils sont contents, hein. Ils ont des productions, puis il y a tous les jeunes qui arrivent et tout, et tous les seniors qui sont trop chers, ceux qui sont pas très efficaces, puis ils les dégagent, quoi. Jean-Luc, Oui, je partage tout à fait ce constat, et nous, ça fait longtemps qu'on alerte
les producteurs là-dessus. Moi, j'étais un peu surpris d'entendre aux dernières rencontres animation-formation Stéphane Lebars soulever le problème parce que je suis assez à la fois content, mais sur le fait que les producteurs se préoccupent enfin de ce problème. Effectivement, les écoles, c'est devenu un marché en soi où des grands groupes, des fonds de pension investissent, mais sans du tout se préoccuper de ce qui va devenir des étudiants ensuite qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi, qui ne peut pas les absorber. Mais jusqu'à présent, les producteurs s'étaient plutôt satisfaits de cette situation parce que ça leur permettait d'avoir un vivier de jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi sans bien connaître leurs droits, donc ils pouvaient se faire exploiter plus facilement. Ça permettait de maintenir une pression sur les salaires puisque ces jeunes étaient payés à des salaires de débutants et effectivement, comme vient de le dire Cédric, ça permettait de dégager les anciens qui, eux, demandaient plus cher. Donc les producteurs jusqu'à présent ne mouftaient pas sur ce problème de la prolifération complètement anarchique des écoles. Donc ils commencent à prendre conscience du fait que ça provoque un chaos dans ce secteur, et ben c'est plutôt une bonne chose parce que jusqu'à présent il y avait de la part des producteurs une espèce je dirais de condescendance vis-à-vis des techniciens. Moi je me souviens d'accrochage dans les réunions de CPPNI, la commission paritaire permanente de négociation et d'intervention, où un jour le responsable des producteurs, enfin le dirigeant d'entreprise qui a représenté les producteurs, nous a répondu en réponse à des demandes salariales, je vais quand même pas payer 3 000 € quelqu'un qui sort de l'école. Et moi, je lui avais répondu, s'il n'a pas plus simple, si, pourquoi pas, parce que les métiers qu'on fait, c'est des métiers qui ont une compétence, qui demandent des compétences extrêmement pointues et importantes. Et les gens qui sortent des écoles n'ont pas à être traités comme des gamins qui sortent du collège ou du lycée, quoi. C'est des gens qui ont appris un métier et des compétences pointues et qui doivent être payés correctement et pas être utilisés pour justement maintenir une pression sur les salaires et comment dire, évacuer de ce métier les gens qui ont accumulé de l'expérience, parce qu'on ne fait pas 5 ans d'études qu'on a payé très cher pour ensuite se retrouver au travail pendant 5 ans et puis ensuite être dégagé par les nouveaux étudiants qui arrivent. Ça, c'est pas possible, cette situation, quoi. Ça peut pas perdurer. Donc, et les producteurs ont la main là-dessus ils ont la main. En fait, effectivement, les producteurs, ils ont la main parce qu'ils participent au financement de la formation, en fait. Donc, ils peuvent aussi avoir des exigences en matière de niveau de sortie des écoles qui font que certaines écoles vont se retrouver en porte-à-faux. Ils ont la main parce qu'il y a eu le RECA qui a été créé au départ. Le SNTPCT a participé aux réunions qui ont précédé la création du RECA, et dans notre esprit, c'était un organisme qui était censé réguler un petit peu la création des écoles, la réguler par rapport aux besoins du marché de l'emploi, et c'est pour ça que les rencontres animation-formation ont été organisées, et réguler aussi au niveau des contenus, du contenu de ces écoles pour que ça corresponde à des compétences qui étaient nécessaires dans ce métier, quoi. Et en fait, l'ORECA n'a pas vraiment joué ce rôle-là, quoi. En même temps, l'ORECA est géré par des directeurs et directrices d'école, donc il y a un petit conflit d'intérêts. Voilà. À ce qu'ils se tirent dans les pattes, ça risque de leur revenir dessus aussi. Après, sur les écoles, il y a quand même une semi-bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une grosse enquête qui est sortie de la journaliste Claire Marchal sur le fonctionnement des écoles du groupe Galiléo, qui a entre autres l'ISA, Bellecour et l'Atelier de Sèvres, et que ça a un peu grogné dans les rangs parlementaires en se rendant compte en fait qu'il y avait énormément d'argent public qui était versé à ces écoles. Et ça va bien au-delà de l'animation. Il y a même des arts appliqués, il y a des écoles de commerce, de communication, voire des écoles pour l'aide à la personne. J'ai lu le bouquin, c'est horrible, je vous le conseille. C'est quoi le livre s'appelle Le Cube, dérive de l'enseignement privé, je crois, donc de Claire Marchal. Et ce qu'elle montrait dedans, c'est qu'il y avait énormément d'argent public qui était versé aux écoles, notamment pour mettre en place des alternances. Et derrière, il y a des députés de gauche, on va pas se mentir, qui ont réagi et qui ont dit mais il faudra peut-être qu'on réencadre un petit peu mieux tout ça, parce que c'est vrai que ça coûte cher au gouvernement et que derrière, il n'y a aucune transparence, aucun contrôle fait par l'État qui est suffisant, et que ça commence à mettre beaucoup de gens sur le carreau, de gens qui sortent d'école, et ça peut même amener à de la mise en danger quand ça concerne des études
d'aide à la personne. La petite enfance, en EHPAD, et là ça va au-delà de l'anime. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des propositions de loi qui sont en train d'être faites, qui devraient être présentées à la rentrée pour un meilleur encadrement des écoles. Malheureusement, je pense pas qu'elles soient parfaites parce que ça va vouloir, a priori, réorienter pour en garantir la qualité et le nombre, les écoles sur Parcoursup. Mais il y a déjà des écoles d'anime qui disent non, mais nous, justement, Parcoursup, c'est mal fait, ce qui est vrai. Ne vous attendez pas, ne dépendez pas de Parcoursup, venez chez nous, ce sera bien, vous ne serez pas dépendant de ça, vous pouvez vous inscrire tout de suite et ça ira plus vite. Donc on va peut-être avoir avec les syndicats et les assos un petit travail de lobbying dans les mois à venir auprès des parlementaires qui vont demander cette loi pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont aussi en train de se mobiliser là-dessus? Il faudrait se renseigner auprès d'eux, mais en tout cas il y a peut-être un espoir que ça bouge un petit peu parce que là il y a eu un dérèglement de l'enseignement privé ces 10 dernières années. Notamment sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, où il y a eu une explosion de l'offre d'écoles privées au-delà de l'anime, et qui n'a pas du tout été contrôlée ni par les États, ni par l'État, ni par les collectivités, ce qui amène à des dérives complètement idiotes, où là, nous on estime aux intervalles qu'il y a 3000 élèves qui sortent diplômés chaque année, sachant que dans le meilleur des cas, on arrive à en absorber 1400 dans le secteur, annuellement. Donc on sait dire qu'il y en a la moitié qui se retrouvent sur le carreau, et encore parce qu'on l'estime en découvrant des nouvelles écoles tous les ans, donc on ne connaît pas, donc chaque fois on est là, il y a celle-là aussi à prendre en compte. Là on en compte 60 pour à peu près 200 cursus dans toute la France, avec encore l'année prochaine IARTSUP et Brassard qui ont déjà plus d'une dizaine d'écoles chacun, qui ouvrent chacun un nouveau campus à Nice, là où il y a 60 écoles pour un total de 200 cursus. Okay. Il y a plusieurs cursus par école souvent, et là, à Nice, deux nouveaux campus qui ouvrent, alors qu'il n'y a pas de studio à Nice, d'anime. Estelle, tu veux compléter, ça me faisait penser, là, parce que comme tu donnes les emplois en France, c'est vrai que, du coup, je sais pas trop dans quelle partie de la conversation ça rentre, mais en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens maintenant qui se tournent vers du coup une activité freelance, parce que ça permet en fait d'aller chercher les tafs ailleurs. Enfin, c'est vraiment, je pense, peut-être la majorité des gens qui sortent d'école actuellement ces dernières années qui trouvent que du taf comme ça, en fait, quasiment. Ça, j'en sais rien. Voilà, le niveau chiffre, j'ai rien. On n'a pas de visibilité, c'est le. Oui, du coup, il y en a pas. Mais. Cédric, oui. Ouais, non, pardon. Non, elle n'avait pas fini. Non, mais du coup, c'est aussi un problème parce que du coup, on sort en fait de la logique de solidarité de l'intermittence et même du système de redistribution, quoi. Donc bon, quand ça reste un choix et qu'il y a une proposition cohérente dans l'intermittence et dans le salariat classique, ça va, mais là en fait, clairement la plupart des gens sont en train de chercher que des tas de freelance. Et ça peut accélérer aussi une perte de vitesse de l'intermittence. C'est un problème du coup assez large, je pense. Ouais, non, je vais revenir sur ce que tu disais, Jean-Luc, par rapport à ce que les employeurs ont la main sur les formations. À la vérité, je pense pas qu'ils aient énormément la main dessus. C'est vrai qu'ils payent la taxe d'apprentissage, donc qui est une taxe qui est reversée pour les formations. Globalement, une taxe, ils ont une cotisation patronale. Ils appellent ça taxe, j'ai dit taxe. Cotisation patronale qui est reversée justement pour l'apprentissage de la formation. Mais quand on les entend parler, en fait, il se passerait bien d'avoir cette cotisation patronale à payer. Et surtout, ils savent pas bien à quoi ça sert derrière. Ils préféraient sans doute garder l'argent et former en interne à bas coût des gens qui viendraient en autodidacte, autre chose. Ils sont vraiment dans un autre délire. Faut vraiment pour eux, les écoles, c'est juste comme tu disais, c'est juste un vivier en fait de personnes qui peuvent employer, en fait, ils peuvent rentrer dans le pot. Mais ce qui est clair, c'est que c'est pas tellement les entreprises qu'il faudrait interpeller là-dessus, bien que les entreprises, les employeurs d'une manière générale, ont accès plus facilement à des députés, parce que je sais pas pourquoi, ils sont plus raisonnables dans leur manière de parler, ou juste ils ont de la thune, alors du coup on les écoute. Ils ont des cravates. Ouais, ils ont des cravates. Mais c'est vrai qu'ils ont peut-être un poids, mais quelque part, en fait, je pense que celles et ceux qu'il faut atteindre à ce niveau-là, c'est plus les parents d'élèves,
d'essayer de leur faire comprendre qu'en fait il y a des écoles qui abusent d'un système en fait et essayer de les flécher vers des écoles qui ont un intérêt plus humaniste. Et on n'a pas beaucoup parlé des écoles publiques. À ma connaissance, on en a que 2. Enfin, Non, on en a 8. 8, ouais. On n'en a pas beaucoup par rapport au nombre d'écoles. Ouais, 4 fois plus. Mais rien que par exemple les Gobelins, à l'époque, enfin il y a très longtemps, les Gobelins c'était une formation qui était gratuite. Enfin, c'était l'école publique quoi. Donc, ouais, voilà. Et maintenant, enfin, ils se sont alignés sur les prix quasi du privé. Enfin, en fait, on part à l'envers de ce que l'argent public devrait servir, en fait. On subventionne des écoles privées pour faire du privé, pour faire du capitalisme derrière. Même si je pense qu'il y a des écoles qui, quand on les écoute, disent que bah, elles font pas de profit, quoi. Parce qu'en gros, pour ceux qui font des images de synthèse, il y a les ordinateurs à payer, les licences, etc. Et qu'ils sont toujours à dire qu'ils font pas tant de thunes que ça, en vrai. Mais bon, ils se payent eux-mêmes, avec des bons salaires, enfin, des intervenants qui viennent, qui font venir de toute la France parce que ils réfléchissent pas à des intervenants qui seraient locaux, quoi. Enfin, il y a pas une logique de local, en fait, on fonctionne au local. Il y aurait plein de trucs à aller questionner les écoles par rapport à ça. Je pense qu'il y en a qui sont sincères dans leur démarche. Enfin, je reconnais pas mal qui sont plus ou moins sincères dans leur démarche. Mais d'autres, ouais, comme tu disais, Galileo et je disais Brassard, ils sont pas enfin, les gros groupes, là, ils sont pas du tout dans cette logique-là. Et je pense qu'il y aurait fort à faire pour dénoncer ça auprès des parents d'élèves. Je pense qu'à un bout d'un moment, en fait, faut nommer en fait, ces écoles. Faut nommer ces groupes, faut démonter un peu leur logique pour qu'ils se remettent en question. Bah, on a fait on a fait une étude là-dessus aux intervalles. Alors, on n'est pas journaliste, hein, c'est pas notre métier. On a fait ça sur la base d'un questionnaire aux écoles et un questionnaire aux élèves, savoir comment c'était organisé au sein de chaque école, le nombre de classes, le nombre d'intervenants, comment ça se passait. Et c'est vrai que c'est pas les écoles de groupe majoritairement qui nous ont répondu, c'est les écoles indépendantes, hein, parce que pour le coup, elles étaient un peu de bonne foi, elles ont essayé de faire ça propre. C'était quand même pas rassurant de voir les résultats. Mais pour les écoles de groupe, pour avoir des données, il suffit d'en parler aux professeurs qui donnent cours là-bas, qui la plupart du temps, eux aussi, essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais on le voit, on a des classes de 30 élèves, ils ont aucune formation justement à leur sortie de cursus sur comment se passe le secteur, l'intermittence, et ils sont un peu largués, quoi. Ils sont largués dans le grand bain en mode débrouillez-vous, ça y est, vous avez fini votre bachelor, qui n'est pas un diplôme valide, je rappelle. Débrouillez-vous maintenant pour trouver du taf. Alors il y en a qui sont un peu plus anciens, typiquement les Gobelins, qui ont un super réseau auprès de tout le secteur. N'empêche que comme tu dis, à la base, le public, aujourd'hui, c'est la 2e école la plus chère du marché après l'atelier de Sèvres. On est à 10 000 € l'année, à peu près 10 000 € l'année pour les étudiants et étudiantes européens. Et on est à 14 000 € l'année pour les extra-européens, alors qu'ils n'ont aucune obligation de demander ce surplus de coûts aux étudiants. Donc ça commence à pisser un peu. Ouais, 10 000 € l'année. Ah, ben le cap est passé. Le cap est passé, ouais, ça y est, ça fait 2 ans qu'il est passé déjà. On en reparlera aussi cet après-midi, de ça. Oui, pardon, vas-y. Enfin, il y a juste aussi, alors je sais qu'en ce moment c'est difficile pour les salariés qui cherchent un peu du travail ailleurs, qui ne peuvent pas toujours travailler dans les studios, donc ils se disent pourquoi pas aller. Moi-même, il y a un certain temps, j'ai été former des étudiantes et des étudiants à MOPA, enfin, même au Gobelin et puis à Georges Méliès. Mais je pense que en tant que salarié du secteur, professionnel du secteur, faudrait interpeller aussi les intervenants dans les écoles pour leur dire de boycotter certaines écoles, en fait, de ne pas cautionner en fait ces écoles-là. Après, ça ferait des formations de pauvre qualité. Certainement que des étudiants et des étudiantes qui sont dans ces écoles-là seraient du coup lésés par rapport à ça, mais Ils le sont déjà. ouais, oui, oui, non mais bien sûr, parce que derrière ils trouveront pas de boulot, enfin pour certaines, mais je pense qu'il faut vraiment axer ce truc-là, de dire en fait, essayer de réguler le truc par, moi je crois pas du tout aux députés et tout, enfin je sais pas, perso, je crois pas à leur action, c'est un peu pessimiste, mais par rapport en plus au Parlement qu'on a,
Enfin, je sais qu'on n'est pas du tout en position de mais- faire... On ne sait jamais sur un malentendu. Ça nous aide. Mais je veux dire, en gros, ce que je veux dire, c'est ne pas attendre en fait qu'il y ait un truc qui arrive par magie de l'Assemblée, même du Sénat, parce qu'il faut quand même que le truc soit voté au Sénat, et alors là, c'est une autre affaire. Et essayer de voir quelles alternatives, nous, en tant que professionnels de l'animation, on peut faire. Et je pense que vraiment dire aux intervenants, n'intervenez pas, même si je pense qu'il y en a, c'est pour bouffer, hein, clairement. C'est ce que j'allais dire, vu la crise qu'il y a en ce moment, justement, paradoxalement, le fait d'avoir beaucoup d'écoles, moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont seniors et qui, comme tu le disais, ne retrouvent pas de travail en ce moment et c'est la panique, et ont quand même besoin de bouffer, bah en fait ils vont intervenir parce que ça arrondit les fins de mois et que c'est pratique en ce moment. Ouais, mais quelque Donc, part, c'est ils vrai que alimentent c'est la... difficile. Bah oui, je sais, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, c'est sûr que plus largement, je pense que comme partout, le boycott, c'est une solution de lutte, surtout là, quand on est face en fait, à des écoles qui proposent des formations comme de la consommation, en fait, puisque c'est cette idée de ils vendent un produit, c'est vraiment pas très loin des formations en ligne qui sont plus identifiées comme des arnaques, mais du coup, en fait, franchement... moi je me demande quoi, si c'est pas. Je connais vraiment pas toutes les écoles, je suis plus trop liée à tout ça, mais ouais, j'imagine que dans peut-être les plus. Celles qui sont les moins rattachées au secteur de base, il y a peut-être quelque chose de totalement lucratif, avec aucune volonté de formation en fait. Donc boycotter ça, le boycott c'est une bonne manière en fait de lutter contre des gens qui ont à cœur en fait la rentabilité de leur démarche avant tout quoi. Et alors justement, merveilleuse transition, merci beaucoup. Par rapport à tout ce qu'on a énuméré là en symptômes de cette crise et causes, ça serait quoi les solutions immédiates, long terme, etc., idéales, machin, pour les employés et les employeurs aussi? Ils sont quand même aussi... Bon, je défends les Ouais, salariés. les employés. Voilà, mais pour moi, il y a deux axes. Enfin, on a beaucoup discuté dans le syndicat, justement, en voyant du coup des camarades partir aussi pour aller ailleurs, faire d'autres formations dans d'autres secteurs, partir travailler dans la vigne. Enfin, bref, on a eu plein d'exemples de personnes qui, genre, juste quitter le milieu, en fait. Des seniors. Des Seniors qui repartent en formation. Une amie qui était à Tinto qui part professeur des écoles, elle est partie complètement ailleurs. Enfin, j'ai énormément d'exemples de seniors, mais même pas que de seniors. Hier, il y a une des étudiantes qui me disait qu'en fait, en attendant, elle bossait, je sais pas, vendre des poêles, il y a un truc rien à voir, quoi. Non, mais voilà, en gros, ils se réorientent vers d'autres, genre, ils abandonnent vraiment. Et bon, bref, tout ça pour dire qu'on en a pas mal discuté. Il y a un point sur lequel moi, j'ai toujours défendu l'intermittence du spectacle. C'est un truc vieux que la CGT, à l'époque où la CGT était tout seule comme syndicat, a réussi à créer ce système-là dans le cinéma. Ça vit bien pour le cinéma parce que sur des plateaux de tournage, travailler 3 mois en tant que machinot, aller sur un plateau, attendre qu'une nouvelle production commence et avoir ce truc-là de compensation avec l'intermittence du spectacle et les contrats, ça permet de vivre en fait et de faire perdurer le spectacle, de faire perdurer le secteur en fait. Sinon, il y aurait des gens qui partiraient justement ailleurs dans d'autres secteurs et du coup, il n'y aurait plus de vivier de personnes qui savent faire. Donc c'est pour ça que c'était donnant-donnant par rapport aux producteurs d'avoir ce ping-pong-là. Mais aujourd'hui, en fait, par rapport à l'animation, il y a peut-être des productions qui vivent sur ce système-là et qui sont vraiment dans ce système-là, mais il y en a d'autres qui sont vraiment en dehors des clous, qui embauchent des personnes qui pourraient être très bien en CDI en fait. Et le problème que je pose là, c'est que si ces personnes-là étaient en CDI, ils pourraient collectivement aussi en interne dans les entreprises se défendre en fait. Créer des sections syndicales ou même participer au comité d'entreprise, au comité social et économique. Et par exemple, par rapport au sujet de Andarta, le truc c'est qu'il n'y a pas eu des alertes. S'il y avait eu des élus qui étaient présents aux réunions en fait, avec l'employeur, de voir les difficultés financières, de comprendre un peu les mécanismes financiers et tout, il y aurait peut-être eu un droit d'alerte économique qui aurait été lancé par ces élus-là, qui aurait permis en amont en fait, discuter avec les salariés, de prévoir le coût
moi, je pense qu'en bonne intelligence, en fait, quand une entreprise va mal, le mieux c'est de parler à tout le monde et d'essayer de voir quelle solution en fait on peut trouver tous ensemble. Et là, en fait, ils n'ont pas du tout pris ce côté-là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, la défense des salariés passe par des élus qui, à mon sens, enfin, des élus des mandatés qui sont présents et qui sont en permanent, enfin, vraiment qui peuvent rester et qui sont pas. Moi, par exemple, je suis délégué syndical à Illumination et j'enchaîne les CDD. Et ça fait maintenant 15 ans en fait que je suis en CDD d'usage. Ah, donc Ça, c'est c'est- intermittent, quoi. Ouais, mais clairement, mais c'est complètement illégal cette situation. Bon, après, moi je m'en fous, parler au patron et lui dire le cas de vérité, enfin, tout ce que j'ai à dire, je m'en fous un peu. Mais il y en a d'autres que ça, bah, quand on demande à faire, bah, est-ce que tu veux être au CSE? Ah bah non, là j'ai la fin de production, on m'a prévu de passer en main, en main. En fait, j'ai un peu peur pour ma carrière, donc en fait, je préfère plus rester avec la CNT, plus être élu, puis ça me demande du temps, etc. Et en fait, la protection de ces élus-là, enfin, on en a beaucoup discuté en convention collective, et en fait, il y a en fait, les employeurs, ils en veulent pas parce que la défense des salariés, forcément, ça, c'est pas pour eux. Mais l'intermittence, la variable d'ajustement qui est le CDD d'usage et le fait qu'on peut jeter les gens comme ça, comme on veut, au dernier moment parce qu'il y a une production qui marche pas, bah, du coup, ça les interroge pas sur le fait de justement capitaliser pour absorber des moments de tension. Désolé, je suis un peu long, mais c'est juste pour expliquer que par exemple, en fait, de la crise dans beaucoup de secteurs, il y en a pas mal en fait. Enfin, je veux dire, chaque fois on voit des producteurs qui nous disent bah là on n'a pas de projet, du coup on vire tout le monde. Bah, en fait, il y a plein de boîtes où c'est juste bah, en fait, on n'a pas, par exemple, on n'a pas de commande, on fabrique des meubles, bah, on n'a pas de commande, bah, c'est pas grave en fait, parce qu'on a capitalisé derrière, on a des ressources, donc on peut absorber un laps de temps le manque à venir, anticiper, fabriquer des meubles pour dire, bah, au final, peut-être qu'on peut fabriquer des trucs pour anticiper une reprise. Enfin voilà, il y a des démarches qui sont faites avec c'est pas des assurances, mais c'est des réserves d'argent pour les coupures quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu comme quand on est dans un couple et puis en fait on sait très bien que faut bien avoir un peu d'argent de côté au cas où on se retrouve dans la merde un jour. Ben, en fait, il y a pas ça et leur truc là à eux, c'est de dire bah en fait si y a un coup dur, bah, en fait c'est facile, les intermittents on les dégage et en fait parce que ce qui coûte le plus cher en fait c'est les salaires dans une entreprise, c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc pour eux, bah, c'est du pain béni en fait ce truc-là, parce que juste attendre que les contrats s'arrêtent, voire à faire signer des avenants en mode loose day, on vous explique pas trop par rapport à ce qui s'est passé à Randarta, et puis pour eux c'est du pain béni quoi. Nico, tu voulais compléter? Oui, bah, je reviens pas sur la question à la fois du dévoiement du recours au CDD d'usage, au régime de l'intermittence et au manque de représentation des salariés dans l'entreprise, parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Cédric. Après, c'est vrai qu'à chaque fois, on dresse un tableau un petit peu sombre de la situation dans le secteur et tout. Et pour essayer d'avoir une prise de parole un petit peu optimiste, autant qu'on puisse l'être dans ce contexte-là, j'ai l'impression que ces derniers mois, parce que ta question c'était par rapport aux solutions qu'on peut trouver à la crise du secteur, bah, on est en train de les trouver. Et ce qui s'est passé en Darta, ce qui s'est passé aussi à Technicolor un peu avant, où il y avait aussi une situation de redressement judiciaire, à Micros, Animation, enfin voilà, tout le groupe Technicolor, où là aussi pour le coup il y avait des élus qui ont pu faire en sorte que les situations de rachat puissent se faire avec le moins de casse possible en essayant de préserver les emplois. Il y avait eu aussi des assemblées générales qui avaient été tenues, des salariés de Micros, etc. À Randarta, on a vu que directement les salariés se sont emparés de la question, ne se sont pas laissés faire. Et je pense que la solution, elle est là, elle est dans le fait de se rassembler, de discuter collectivement entre salariés et en fait, après concrètement, après le fait de se rassembler, de discuter, ce qui a déjà un effet positif en soi, c'est de prendre des actions pour essayer de faire en sorte que ces situations cessent ou qu'elles ne se renouvellent pas. Et là, c'est vrai que ce qu'on a vu en Darta, c'est des salariés qui, du coup, se mobilisent, décident de manière très courageuse dans un secteur où on sait que le blacklistage peut être voilà, quelque chose de très dur à vivre, de médiatiser leur situation, décident voilà, de faire une manifestation tout à l'heure à Annecy, alors que tout le secteur est présent pour dénoncer les conditions de travail qu'ils ont subies et les entorses à la fois à la convention collective et au droit du travail qu'ils avaient dans le cadre de leur relation de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, assez inédit dans cette ampleur-là.
Et c'est ce genre de choses qu'il faut développer. Et tout l'enjeu, je pense, et par ailleurs, les cas de discussion qu'on a par exemple là, entre associations, collectifs, syndicats, c'est aussi quelque chose qui est très bien et qui permet justement de trouver les solutions et de discuter et de pouvoir ensuite agir ensemble. Mais du coup, je pense que là, tout l'enjeu du moment qu'on est en train de traverser, c'est d'arriver à faire en sorte que ce qui s'est passé à Technicolor, à Endarta, et un peu la prise en main par les salariés, la défense de leurs droits au niveau de l'entreprise, on soit capable de la porter au niveau de la profession tout entière. Et ça, le rassemblement qu'on va faire aujourd'hui, le rassemblement qu'on va faire demain sur l'intelligence artificielle, c'est déjà des premières choses, des premières bases qu'on est en train de poser pour mener un peu à un niveau plus haut de généralité les mobilisations et nos revendications. Nous, la semaine dernière, on a organisé une assemblée générale ouverte à toutes et tous qui a réuni plus de 130 personnes. On ne s'attendait pas du tout, pour être très honnête, à ce qu'il y ait autant de personnes qui viennent. Et on a été très surpris déjà par la jeunesse des gens qui étaient là, présents dans la salle et en visioconférence. Il y avait aussi des gens qui étaient en présentiel sur Valence. C'était assez fou parce qu'on avait des gens pour qui c'était le premier contrat de travail qui étaient présents et qui venaient parler de leurs conditions de travail de manière très mature, politiquement, syndicalement, qui avaient compris tous les enjeux de la crise du secteur, alors qu'ils venaient à peine d'y rentrer, et qui n'avaient pas peur de nommer le studio dans lequel ils bossaient, de parler de leurs conditions de travail, et on sentait une sorte d'énergie et de volonté, voilà, en fait, ils se disaient, je vais pas pouvoir vivre dans ce secteur là, pendant 40 ans, faire toute ma carrière dans des conditions de travail comme ça. Et ce genre de prise de parole dans une assemblée générale où en plus on sait que voilà, c'est ouvert à tous, donc on ne sait pas qui est là, etc. Et avec autant de monde, c'est, je pense, très porteur d'espoir. Donc nous, on va refaire une assemblée générale ouverte à toutes et tous. Là, on n'a pas calé la date, mais ce sera fin juin ou début juillet, et on va très rapidement annoncer la date. Je pense qu'il faut continuer, là, après Annecy, où justement on a des temps de rassemblement, des temps de manifestation, à discuter tous ensemble au niveau de la profession de toutes ces problématiques-là, parce que il y a la question dans chaque entreprise, dès qu'il y a un problème, voilà, vous savez, faire appel aux différents syndicats pour qu'ils puissent aider à régler la situation, prendre en main les choses aussi entre vous et faire des réunions collectivement. Mais il y a aussi tout le travail, et ça a été abordé par Jean-Luc et Cédric, à faire au niveau de la convention collective pour acter dans la convention des protections pour les salariés du champ. Et ça, on pourra le faire si on arrive à transposer les revendications qu'on peut avoir dans une entreprise à un instant T et les généraliser. Et je pense que c'est là où vraiment le cas d'Endarta et du projet Lana est assez symbolique, parce qu'en fait, dans cette affaire, sont repliés tout ce qui ne va pas dans le secteur de l'animation. C'est-à-dire les jours off imposés, les heures supplémentaires, les gens qui bossent le week-end, la pression énorme sur les ligues, mais aussi sur les assistants, les burn-out, les gens qui vraiment n'en peuvent plus physiquement et mentalement. La question des devis sous-budgétés auprès d'un studio prestataire, d'un studio commanditaire, pardon. Voilà, il y a vraiment tout ce qui ne va pas dans le secteur et qui traduit en fait cette crise, et avec cette fois-ci des salariés qui n'ont pas pu aller au bout du travail qui leur a été demandé parce que les conditions étaient trop compliquées, et qui par ailleurs ont été écartés après dès qu'il y a eu une procédure qui a été mise en place avec une difficulté. Ils ont dû se battre pour ne serait-ce que leur salaire de février soit payé après que le projet soit mis en pause. Donc du coup, voilà, je pense que ce qui s'est passé là et la mobilisation courageuse pour porter ça à l'échelle de la profession, il faut qu'on encourage ce processus et qu'on continue à discuter de tout ça dans différents cadres. Et donc là, c'est super que les intervalles renouvellent le Carrefour associatif cette année, parce que ça permet d'en discuter. Voilà, nous, on va faire une assemblée générale d'ici 2 semaines, et je pense qu'il faut qu'on soit encore plus nombreux que la dernière fois pour montrer que ça prend, et voir comment on peut construire les choses à la rentrée pour vraiment être en situation de se défendre s'il y a des nouveaux studios qui sont en danger. Et par ailleurs, on sait déjà que dans les studios qui vont bien, en fait, ça va pas bien. Il y a déjà des entorses au droit du travail. Et donc, du coup, c'est aussi dans les studios qui vont bien, c'est-à-dire qui sont pas en redressement, qui sont pas en difficulté apparente, qu'il faut aller régler les situations et régulariser quand ça va pas. Et j'y pense, mais on n'en a pas parlé sur les causes de la crise, parce que j'ai
J'y pense parce qu'il y a des personnes qui m'en ont parlé au forum, qui m'en ont posé des questions là-dessus hier, sur les IA génératives dans le secteur. On ne sait pas encore exactement l'impact que ça a. On n'a pas de version chiffrée parce qu'il y a un observatoire qui a été monté par le CNC en 2024. Mais pour l'instant, il a touché un panel de studios très réduit. On ne sait pas exactement qui dans les studios, si c'est l'IT, un réalisateur, un producteur qu'ils ont réussi à avoir. Moi perso, quand je vois des producteurs qui parlent d'IA générative, ils confondent complètement parfois avec des IA, donc des algorithmes très classiques. Parfois, ils savent même pas de quoi ils parlent. Donc c'est vraiment, c'est encore très très flou. Par contre, c'est vrai qu'on a des retours, notamment via des collègues qui sont à l'AGRAF, l'association groupée des auteurs-réalisateurs de films d'animation, qui nous disent que ça impacte surtout en développement et en pré-prod les IA génératives, parce que les studios veulent pas prendre le risque de produire un rendu fait par l'IA générative parce qu'ils ont peur de se prendre des procès aux fesses, si ça se voit. Par contre, pour faire de la recherche graphique en début de projet, là, il n'y a pas de problème, là, il y aura des retouches derrière, donc ils veulent gagner du temps et éviter de payer les gens en utilisant des IAG. Je pense pas que ce soit, même si c'est arrivé en même temps que la crise, que ce soit quelque chose, en tout cas, qui explique la crise. C'est pas quelque chose qui est suffisamment gros. Non, bah ça arriva en 2022 en même temps, quoi. Mais Midjourney, ChatGPT et d'autres sont pas, je pense pas, sont pas des causes de la crise qu'on a. Par contre, la coalition qu'on essaye d'organiser, là, qui a amené au rassemblement qu'on aura demain à 14h sur le passé, c'est en prévention justement pour que l'impact s'aggrave pas et pour que on se retrouve pas vraiment avec des pans entiers de départements, notamment en dev et en pré-prod, qui se retrouvent squeezés parce que finalement on aura l'assistant du producteur qui tapera un prompt sur Midjourney pour faire des images. Et ça commence déjà à arriver. On a eu des retours en storyboard là-dessus et en chara design pour de la recherche, pour du décor aussi. C'est assez aberrant. Ça montre aussi un irrespect de nos producteurs vis-à-vis de nos travaux qui est assez fou. Donc ça me sert aussi en profitant à rappeler même si on a des producteurs parfois qui peuvent être des très gentilles personnes, ils seront jamais de notre bord. Il faut toujours penser, on est dans un secteur où on est plus détendu que dans beaucoup d'autres, on n'est pas aussi, je trouve plus le mot français, uptight. Coincé, merci. On parle en anglais toute la semaine, je suis perdue. Mais malgré tout, nos producteurs, ça reste des patrons, ils ont avant tout les intérêts de leur société à cœur. Alors il y en a qui sont moins pires que d'autres et il y en a qui sont des très gentilles personnes en parallèle, mais malgré tout, ils n'ont aucun intérêt. S'ils peuvent gratter un peu de thunes sur notre dos, ils vont le faire. Là, il n'y a qu'à voir, pour l'instant, le seul studio en France qui s'est vraiment positionné contre les IA génératives, c'est le studio La Cabane, qui fait de la 2D, de la 3D, mais c'est sur les quelques 200 studios qu'on a en France, c'est le seul qui les fait. Les autres, pour l'instant, ils tâtonnent. Ils sont en train de voir où ça va. Ils suivent aussi les procès aux États-Unis parce qu'il y a de plus en plus de procès justement pour des IP qui ont été plagiés, donc du contenu déjà déposé, pour des deepfakes par des célébrités. Il y a eu des procès avec Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, et ça va pas dans le sens justement des IA génératives. Et il y a même des studios comme Disney qui commencent à dire ah mais en fait les IA si ça nous pique des trucs à nous en fait on n'aime pas tant que ça finalement. Quand ça pique le travail des travailleurs ça va, mais quand ça nous pique nos IP on n'aime pas trop parce qu'on veut garder le contrôle là-dessus. Et ils commencent eux-mêmes à se poser la question mais ça pareil, ça ira pas dans notre sens, ça ira que dans le sens de leur IP. Donc les IA il faut se mobiliser là-dessus, ça n'a pas encore un impact très chiffré sur le secteur mais il faut pas justement attendre que on est le nez dans l'eau pour réagir. Non, je voulais dire. Non, je disais, il faudrait remplacer les patrons par des IA génératifs. Non, je blague à part. Mais en gros, remplacer les patrons, ça, en tout cas, c'est une idée que nous, on a aussi. C'est de dire qu'en gros, on n'a pas besoin des producteurs et des patrons pour nous-mêmes produire les films qu'on fait, puisqu'en fait, on les fait, comme tu disais, Jean-Luc, on les fait de A à Z avec crayon papier ou avec ordinateur. Et j'invite tous les camarades, toutes les personnes, travailleurs et travailleuses, à réfléchir sur l'idée de scope. Alors pas les scopes à but lucratif, genre capitaliste, parce qu'il y a des scopes qui sont... Ça existe ? Ouais, oui. Ouais, c'est des scopes capitalistes. On peut détourner des scopes de manière capitaliste. Non mais avec un égal partage des voix, avec un égal partage des bénéfices, avec une réelle prise de conscience collective de vers quoi on veut s'orienter. D'ailleurs, je suis assez surpris que dans les solutions qui ont été proposées pour certaines reprises d'entreprises,
que les salariés se soient pas dit de mutualiser en fait les efforts pour reprendre eux-mêmes la boîte. Bon, je sais que c'est pas forcément évident et on n'est pas forcément toujours armé sur comment faire en fait pour reprendre une entreprise aussi. Donc nous on réfléchit beaucoup à aider en fait tous ceux qui voudraient créer une scope ou reprendre une entreprise pour la transformer en scope, de venir nous en parler parce qu'on a déjà des exemples de scope qui marchent, qui sont avec des statuts qui marchent très bien et qui sont sur une horizontalité comme ce que nous on défend. Et je pense que justement par rapport à toute la crise qui peut y avoir, c'est la bonne intelligence d'un collectif vaudra toujours plus que l'intelligence d'un patron seul, qui parfois n'écoute pas du tout le monde qui l'entoure et prend des décisions qui vont, en tout cas dans son intérêt propre, ce que tu disais, et qui vont pas dans l'intérêt du collectif. Question con, mais je sais que justement quand il y a des entreprises ou des usines qui ferment, on est obligé de proposer aux employés est-ce que vous voulez racheter l'usine? Quand on est intermittent, c'est valable aussi? Bonne question. Ouais, Je n'ai pas envie de dire de bêtises, j'aurais envie de te dire oui, mais... Parce que c'est vrai que ce serait intéressant de creuser, parce que typiquement dans les studios confirmés, Cybergroup, il y avait eu des propositions de rachat, le tribunal administratif judiciaire a dit non très vite. D'ailleurs ça a étonné un peu tout le monde, parce qu'elles étaient plutôt solides les propositions, mais est-ce que les salariés auraient pu du coup dire bah nous on a une proposition, on a l'expérience, on a justement la maîtrise des IP du studio, est-ce qu'on aurait peut-être pu proposer quelque chose au tribunal? Bah, en plus, c'est dramatique quand une entreprise, bon, je disais tout à l'heure, hein, c'était un peu, forcément, je suis un peu un bras provocateur, mais quand je disais que je m'en foutais que des boîtes cool, enfin, je disais bien évidemment des boîtes cool capitalistes, ou des écoles comme des groupes brassards qui coulent, enfin, franchement, des fois, il vaut mieux faire le choix d'une entreprise capitaliste qui n'a aucun intérêt pour le monde, secteur de l'animation, ou qui coule, et qu'il y ait d'autres boîtes qui se créent, beaucoup plus vertueuses, et voilà. C'est dans ce sens-là, bien sûr, c'est dramatique pour les salariés qui sont dedans, mais vaut mieux, à la limite, être au chômage que d'être dans une boîte qui vous exploite, quoi. Enfin, parfois, il vaut mieux se poser cette question-là et trouver une autre entreprise, quoi. Voilà. Et justement, cautionner des entreprises qui sont beaucoup plus humanistes de ce côté-là, enfin, qui ont une réelle prise de conscience du travail des salariés. Il y en a. Oui, il y en a. Bah oui, si, il y en a. Moi, je connais certaines boîtes, mais hélas, ils n'ont pas beaucoup de projets. Et c'est compliqué. Mais en tout cas, oui, les scopes, c'est vraiment un modèle qui, je pense, pourrait permettre en tout cas, de produire des films qui ne seraient pas sur la base capitaliste, c'est-à-dire de produire des films parce qu'on a envie de vivre dans notre art. On n'a pas envie forcément enfin, on n'a pas envie de vendre notre truc pour Hollywood, quoi. En fait, on veut juste faire des films parce qu'on aime faire des films. Et je pense qu'il faut un peu voilà, rester dans ce... Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois, que c'est produire des films parce qu'on a envie d'en faire et de vivre de nos métiers. Et pas beaucoup plus que ça, en fait. Voilà. Essayer d'être raisonnable. Voilà. Jean-Luc, tu voulais... Oui, je voulais en fait rester dans le sujet des solutions. Effectivement, la précarité de nos métiers due au régime de l'intermittence, puisque 80% des salariés de ce secteur sont intermittents, cette précarité, elle se retrouve aussi effectivement dans les droits des salariés. Je reviens, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'est tout à l'heure Nicolas. C'est-à-dire que c'est très difficile, par exemple, d'avoir des représentants du personnel dans les entreprises. Ce qui aurait pu, dans le cas d'Andarta, par exemple, donner lieu à un droit d'alerte beaucoup plus tôt, beaucoup plus en amont, lorsque la situation a commencé à se dégrader. Donc la précarité, elle n'est pas juste dans le fait qu'on a des contrats d'usage et qu'à la fin d'une prod, on retourne pointer à Pôle emploi. Elle est due aussi qu'on n'arrive pas, et c'est très compliqué, on a beaucoup de dans CPNI, de voir comment on pouvait favoriser la représentation des intermittents dans les entreprises. Et en fait, on se heurte au droit, enfin, à l'égalité, enfin, au droit sur la représentation du personnel. La situation des intermittents fait qu'il est très difficile d'avoir des représentants du personnel. Et effectivement, je rejoins aussi ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'intermittents, enfin il y a une utilisation de l'intermittence par les boîtes qui est quelquefois abusive, et nous on a souvent
comment dire, essayer de lutter contre ça dans les réunions avec les producteurs, notamment lorsqu'il y a eu une tentative de réduire un petit peu, enfin une demande gouvernementale d'ailleurs, puis à la loi récemment de réduire le nombre d'intermittences. Bon, les producteurs ont répondu par une espèce de pirouette qui en réalité, ce qui les intéressait, c'était pas de réduire le nombre d'intermittents, c'était de réduire les salaires. Nous, on proposait par exemple que les gens qui ne sont pas attachés à une production, qui sont dans comment dire, la maintenance informatique, ne soient plus intermittents, parce qu'ils font partie de l'activité pérenne de l'entreprise. Bon, les producteurs n'ont pas voulu parce que l'utilisation de l'intermittence leur plaît bien. Moi, j'ai une fois un producteur qui m'a dit en face, quoi, en fait, les yeux dans les yeux, intermittence, ça nous arrange bien parce que quand les gens ne sont pas contents ou nous emmerdent, pour passer moi l'expression, ben, on n'est pas obligé de les reprendre. Donc, bon, Le licenciement déguisé. Voilà, c'est du licenciement déguisé, c'est du blacklistage, en fait, quand les gens revendiquent trop. Et la solution, effectivement, enfin, par rapport à ça, c'est d'arriver dans les négociations conventionnelles à sécuriser un petit peu plus la situation des salariés. Nous, on le fait à travers différentes propositions. On avait proposé une priorité de réembauche qui soit inscrite dans la convention collective, des choses comme ça. Mais effectivement, moi qui suis un vieux syndicaliste, je vois aussi, comme Nicolas, une espèce de point positif qui est la prise en compte des enjeux, comment dire, beaucoup plus forte aujourd'hui, y compris parmi les jeunes, des enjeux, quoi, de la défense du salariat. Et on parlait aussi tout à l'heure des gens qui se tournent vers le statut freelance. Le statut freelance, c'est une fausse solution. En fait, c'est une espèce d'ubérisation de nos professions qui est pas du tout souhaitable. En fait, la réponse des patrons, c'est de dire devenez indépendant, comme ça vous choisirez vous-même. Mais non, le salarié, il est jamais indépendant, il est toujours dépendant s'il est plus dépendant d'un patron à qui il est soumis par un lien de subordination, il devient dépendant de ses clients. Et en fait, c'est une fausse indépendance, quoi. Donc ça, c'est vraiment une fausse solution. Et pour nous, la solution, c'est de consolider les droits des salariés dans la lutte syndicale, et y compris face aux patrons dans les CPMI. Et donc, moi, en tant que vieux syndicaliste, qui commence à être fatigué d'ailleurs, je suis très content de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes prennent conscience de cet enjeu-là, rejoignent les syndicats, rejoignent les collectifs, mais en fait, les collectifs, c'est très bien, ça amplifie un petit peu la lutte et le lobbying, mais c'est les syndicats surtout qui ont le pouvoir de donner un débouché politique à ces revendications et à ces luttes par le fait d'être l'interlocuteur, comment dire, légal et incontournable des patrons, parce que les patrons, ils sont obligés de discuter avec les syndicats, sinon ils ne le feraient pas, quoi, en fait. Et donc, pour trouver un débouché politique aux luttes et aux revendications, moi je suis très satisfait de voir qu'aujourd'hui il y a un regain d'adhésion dans notre syndicat, mais aussi dans les autres syndicats, enfin dans les syndicats. Syndiquez-vous, peu importe où, choisissez le syndicat qui vous convient le mieux, mais syndiquez-vous. Et je ne sais pas s'il est prévu qu'on donne la parole à la salle après, mais moi j'aimerais bien aussi entendre moi j'aimerais juste rajouter un truc par rapport à ce que Cédric disait sur les scopes. C'est évidemment, je pense qu'effectivement le fait de pouvoir s'auto-organiser entre travailleuses, donc les gens qui fabriquent en fait, et arriver à être autonomes dans les chaînes de production, je pense que c'est un horizon auquel il faut travailler, je suis complètement d'accord. Par contre, il y a un gros problème de survie économique, parce qu'en fait, on n'a aucun moyen de diffusion, on est complètement tributaire des streamers, des chaînes, et donc la seule option pour l'instant qui existe, et qui n'est pas élitiste, entre guillemets, c'est diffuser sur Internet, mais on est confronté à des gros problèmes avec les grosses plateformes qui utilisent maintenant toutes les images qu'on peut produire du coup pour l'IA générative. Bon, ça c'est une angoisse spécifique, mais globalement leur modèle économique en fait il n'est pas bien mieux que celui il est tout aussi problématique
que les plateformes. Et du coup, en fait, si, voilà, quand bien même, en fait, on arriverait à s'auto-organiser, enfin, faut le dire, quoi, quand bien même on arriverait à s'auto-organiser, à produire entre nous pour produire et avoir une, donc, bon, ouais, des scopes qui arrivent à fabriquer et tout ça, et bah, à qui on s'adresse, en fait, pour financer nos projets, pour les diffuser. Et donc, je pense qu'il faut aussi là, il faut qu'on prenne en main aussi le fait de discuter avec, je sais pas, notamment toutes les alternatives de diffusion en ligne, parce que je pense que sur les streamers, enfin les chaînes, tout ça, bon, c'est mort. Enfin, au mieux, on aura peut-être des chaînes qui sont encore dans le service public, avec qui on peut discuter, mais à part ça, voilà. Et du coup, d'avoir un petit peu des voies de sortie comme ça, parce que j'imagine que du côté des diffuseurs, il y a aussi des questions d'indépendance et d'autonomisation, ils vont avoir besoin de contenu. Je sais qu'il y a plein de gens qui se posent la question, voilà, de leur côté, chez les médias et tout ça. Et voilà, moi je pense que ça c'est un peu Enfin, moi je vois qu'en fait on n'arrivera pas du tout à être indépendant financièrement si on ne discute pas aussi de ce côté-là. J'ai une micro-aparté par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc sur le freelance. Je rappelle juste un petit rappel juridique que en France, si le poste existe dans la convention collective, une entreprise, sauf si c'est une asso ou une collectivité, peut pas vous embaucher en tant qu'auto-entrepreneur à un poste. Et eux, ça les arrange bien parce que typiquement, ça leur évite de payer les cotisations patronales, vu que quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est vous qui les payez. Mais normalement, ils n'ont pas le droit. Ça ne vous empêche pas, si vous voulez travailler pour l'étranger, d'être freelance pour des studios étrangers. Voilà, ça c'était le micro-aparté de secondes. Et sur les diffuseurs, ça tombe bien parce que moi, j'allais te dire, du point de vue de producteur, de ce que je vois en tant que dire prod et en tant que historien du cinéma, parce que c'est ma formation à la base, c'est que nos producteurs sont un peu à la ramasse sur un point, c'est qu'ils savent pas capitaliser sur leurs IP, la plupart d'entre eux. Ils savent pas vendre leurs projets, ils savent pas les rendre attrayants, et je vais faire cringer à Cédric, mais pour rester de leur point de vue, d'un pur point de vue capitaliste, donc ramener l'argent, ils savent pas le faire. Quand j'entends dans les chaînes télé justement qui me disent, j'ai entendu ça chez TF1 il y a encore quelques mois, où on me disait, nous ce qui marche c'est du 6-10 ans bouclé, donc c'est-à-dire pas de feuilletonnant, pas d'évolution de personnage, vraiment les épisodes peuvent être diffusés dans n'importe quel ordre, parce que c'est ce qu'on a toujours fait et que c'est ce qui plaît à la cible. C'est déjà méconnaître l'évolution de consommation de la télé par les enfants entre les années 90 et les années 2020. C'est plus la même consommation, c'est plus les mêmes supports. Et c'est méconnaître aussi la vie longue de beaucoup de séries qu'il y a eu aux États-Unis, mais aussi au Japon, de séries qui parfois sont finies depuis près d'une dizaine d'années et qui ont encore un fandom des gens, donc qui continuent à consommer, à acheter les produits dérivés, les DVD, à faire vivre les IP. Et ça, nos producteurs, à mon sens, ils ont un énorme travail de lobbying à faire auprès des chaînes télé, à leur dire, mais regardez, en fait, on est rentable, ça ramène de l'argent. Vous n'avez pas besoin de faire un programme ultra lissé, un peu réchauffé, vu et revu, pour vous assurer de le vendre un peu partout. Le public, il est là, le public, il attend que ça. Surtout en France, où on est, faut le rappeler, deuxième consommateur d'animé après le Japon. Bon, et du coup, on a un public autant adulte que jeunesse qui regarde de l'animation, mais ça colle. L'animation adulte, les coproducteurs commencent depuis 2 ans à le capter. Là, on a vu au Cartoon Movie, au Cartoon Forum, c'est quasiment un quart des projets présentés qui sont young adultes et adultes. Mais alors déjà, ils font pas la différence entre les deux. Alors, bon, à mon sens, c'est pas le même type de programme, mais bon. Mais ils commencent à se bouger, mais ils ont encore un énorme travail à faire, à se dire, bon, peut-être que ce serait bien, non seulement qu'ils revoient leur manière de travailler, mais la manière dont ils vendent leurs projets. Parce que pour l'instant, ils sont encore toujours dans l'optique de, on fait une série avec un héros central, avec le monstre du jour, l'événement surnaturel du jour, les épisodes peuvent se diffuser dans n'importe quel ordre. Et c'est un peu, j'aime pas l'expression, mais c'est un peu du temps de cerveau disponible pour les gamins. On les met devant, c'est aussi vite vu, aussi vite oublié, et du coup, ils vont pas faire vivre le programme. Ils vont pas avoir envie d'acheter le DVD, ils vont pas avoir envie d'avoir acheté les peluches. Et j'ai pas envie, on va avec les gens achètent des produits dérivés, c'est tout pourri. Mais du point de vue des producteurs, je comprends pas qu'ils aient pas encore réfléchi à ça. Et des diffuseurs. Et on a une exception, je compte même pas Arcane, parce que c'est quand même majoritairement financé par Riot Games, donc pas par c'est pas un cycle classique français, mais il y a une prod qu'il faut reconnaître là-dessus, bien compris, ça c'est Miraculous Ladybug, ça fait 10 ans qu'elle existe cette année, et c'est vraiment la seule où ils ont réussi à dire, ah mais en fait oui,
on peut capitaliser en faisant évoluer la série avec le public, en proposant des trucs à côté de la série, pas que des produits dérivés, mais à Paris, il y a plein de trucs que je trouve un peu idiots, mais qui marchent. Hein. Genre, il y a les statues au musée Grévin, il y a des visites de Paris thématiques Ladybug pour les enfants et les parents. Et il y a cet exemple-là qui marche, et du coup, je m'étonne qu'à côté, on se dise pas, mais oui, il y a d'autres projets qui pourraient être bons quand même. Ça n'empêche pas de faire des bons projets, mais qu'on pourrait vendre sur le long terme. L'exemple que j'avais donné à TF1, parce que ça m'avait agacé, quand il me disait est-ce qu'il n'y a pas d'IP qui continue à vivre au-delà de la diffusion, je fais bah regarde, Gravity Falls, ça fait 10 ans que c'est fini, et il y a un artbook qui est sorti cette année qui s'est vendu en moins d'une semaine. Donc comme quoi, si les IP peuvent continuer à vivre sur le long terme, pareil, Adventure Time, bah, ils ont continué après la fin de la série à faire deux OAV, donc 2 films qui ne sont pas sortis en salle, et à faire peut-être une suite ensuite sur d'autres personnages dans le même univers de série, parce que les studios américains, ils ont 15 ans d'avance par rapport à nous là-dessus. Et ouais, moi, c'est les côtés producteurs, vraiment, ils ont un soft power qu'ils n'ont pas l'air de bien maîtriser, de bien comprendre, et je trouve ça assez aberrant de leur part, j'avoue. Et typiquement, ils devraient aller voir les chaînes pour consolider un petit peu le système français et européen, et dire, mais regardez, on est rentable, déjà, on ramène vachement d'argent, faut le dire. Hein. Le public est là, et il faut savoir communiquer autour. Et je terminerai sur les chaînes télé qui, en parallèle, elles sont nulles pour communiquer, faut le rappeler, ou, exception faite de Samuel, qui s'est super bien vendu sur Arte, et encore, d'abord, Arte l'a mis sur la plateforme en ligne, ils ont vu que ça marchait bien, ils ont mis des spots publicitaires en télé linéaire, et ensuite, ils l'ont diffusé en linéaire. Mais à côté, on a la moitié de nos séries qui sortent, on n'est même pas au courant qu'elles sortent sur les écrans. J'ai encore 2 exemples récents, il y a Rune et La Rivière à l'envers qui sont sortis sur Canal+. Dieu sait que je fais de la veille de toutes les chaînes télé, je l'ai appris par hasard par des collègues. Zéro communication, pas de spot de pub, rien, même pas de post en ligne sur les réseaux sociaux. Et on se dit, mais du coup, pourquoi vous faites des prods si c'est pour finalement, une fois qu'elles sont terminées, les abandonner, les lâcher un peu comme le fait Netflix avec son catalogue, où ils sortent tellement de trucs qu'on n'est pas au courant de ce qui est diffusé sur leur plateforme. Mais de la part de chaînes comme France Télé, Canal+, TF1 et Arte et d'autres, on se disait, mais ouais, mettez un petit peu de budget pour communiquer autour des séries, parce que si vous voulez qu'elles ramènent de l'argent, faut peut-être dire qu'elles existent quand même. Et pour l'instant, ils le font pas du tout. Je me souviens encore aussi France Télé, et ça je le dis parce que j'ai bossé dessus, ça m'énerve, mais qu'on avait produit en 2019 une adaptation de la bande dessinée Les Culottés, adaptée en 20 langues, la bande dessinée, un prix Eisner, succès mondial. Alors pas de bol, elle est sortie sur France Télé 3 semaines avant la refonte des programmes suite au premier confinement, où il y avait l'école à la maison, et du coup oui, France Télé n'avait pas pu la diffuser très longtemps, mais la série n'a jamais été rediffusée. Il y a 5 épisodes sur 30 qui sont sur la plateforme France Télé Slash. Et je sais que c'est Miam qui a la distribution internationale, mais France Télé est coproducteur. Et du coup, on est là, pourquoi vous la rediffusez pas ? C'est du pain béni, en fait. Le fandom, pour le coup, la BD se vend toujours très bien. J'ai encore vu des gens à la librairie l'acheter là, pendant le festival. Pourquoi cette série qui coûtait en plus pas si cher à faire, parce que Dieu sait qu'on a mis notre sueur et nos larmes dedans, pourquoi vous la vendez pas mieux ? Parce qu'en plus, pour nous, en tant que travailleurs, c'est frustrant de donner tout ce qu'on a, notre motivation, notre expérience, notre expertise sur des projets, et puis pour le final, que personne ne les voit derrière, personne ne soit au courant. Moi, quand je parle à des gens qui bossent pas dans la ligne, et je leur dis que je bosse dedans, ils me disent pas de patrouille. Voilà. Il n'y a pas de patrouille qui existe, le reste, je leur cite des séries françaises de qualité, parce qu'on en fait quand même, hein, et ils n'en ont jamais entendu parler. C'est quand même, je trouve, assez dommage, et de la part des producteurs et de la part des chaînes télé, de ne pas plus travailler comme ça à mettre en valeur. Et ils y perdent de l'argent. Vas-y. Je crois que tu avais fini, pardon. Je croyais que tu voulais dire ça. Ouais, bon, après, je t'écoutais et je me disais, en fait, c'est sûr que de faire des profits, c'est de vendre mieux les projets. Bon, ça peut profiter aux salariés, mais je crois pas trop au ruissellement personnellement. Mais tu vois, ça ne reviendra pas pour nous, c'est voilà, sûr. je veux dire, tu peux leur donner des tips, mais je suis pas sûr que ça nous serve au final grandement. Enfin, ouais. Mais par contre, pour se vendre en tant que scope, ça peut être intéressant. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je. Voilà. Mais par rapport justement à l'idée des scopes, c'est très juste ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas
en fait, on est un peu bloqué par les modes de diffusion actuels et c'est pour ça que des alternatives sont intéressantes. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut un peu regarder par rapport à ça, c'est les médias du coup, qui cherchent leur indépendance justement financière, de comment est-ce qu'ils s'organisent et tout ça. Et il y a peut-être une idée à creuser sur, à chaque fois qu'il y a eu un problème collectif, les solutions ça aurait été de mutualiser en fait, c'est de créer des mutuelles. Mais on pourrait très bien créer une mutuelle par un syndicat, plusieurs syndicats, parce que ça a toujours été comme ça, hein, la création des mutuelles, c'est fait par les syndicats de salariés, de dire, bon, bah, si pour des créations de scope, créer des mutuelles où chacun peut contribuer à hauteur de ses moyens par son salaire, créer une mutuelle pour reprise d'entreprises qui se pètent la gueule par les salariés eux-mêmes, parce qu'effectivement, c'est pas forcément le capital à apporter à l'entreprise. Mais il y a des entreprises qui se montent avec un capital vraiment très léger, quoi. Genre, des grosses boîtes, je prends l'exemple d'Illumination parce que je connais bien les chiffres, mais genre le capital d'Illumination c'est 30 000 euros, enfin c'est pas énorme. Hein. Non mais c'est pas mal, mais par rapport à voilà, la création de la boîte. Après, c'est la production d'un film qui coûte extrêmement cher, effectivement. Mais encore une fois, quelle est l'ambition pour les salariés, enfin pour les travailleurs, pas trop salariés, parce que forcément, on ne défend pas l'idée d'un salariat jusqu'au boutiste en fait. Pour nous, le salariat, c'est se subordonner à une domination qui est celle des patrons. Donc, c'est sortir du salariat. Justement, peut-être la SCOP, ça peut être le bon véhicule pour sortir de ce rapport de domination, justement. Pouvoir de se réapproprier nous-mêmes nos outils de travail, d'essayer d'être sur une entraide commune entre travailleurs et travailleuses, de pouvoir justement faire des films à la hauteur de ce qu'on a envie d'en faire. C'est vrai que si on projette de vouloir faire des films qui se vendent à l'étranger, je veux dire, quel est l'intérêt en fait de vouloir le faire en fait, c'est ça. C'est-à-dire en fait déjà si on peut vivre de notre métier, c'est déjà énorme en fait. Et je pense qu'il y a une énorme communauté derrière le film d'animation, que ce soit à l'international ou en France, de gens qui sont prêts à défendre aussi, je pense en tant que tu parlais de fans, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui sont prêts à défendre aussi le milieu par rapport à des productions, ou de voir de nouvelles productions, ou de voir de nouvelles réalisations se faire par rapport à des productions qu'ils adorent. Et il y a plein de... en tout cas, euh, ce serait assez intéressant qu'on... Moi j'aime bien, dans des moments de crise, c'est de s'arrêter et de réfléchir. Quoi. On est trop dans la réaction toujours de ce qui se passe, et de poser les pierres d'un nouvel avenir. Voilà. Et d'essayer d'aller vers une autre alternative que celle du salariat, et celle de toujours être dans la lutte des classes toujours, et voilà, et de se dire qu'en fait on est toujours à rebours finalement des décisions qui sont prises, ou des décisions qui sont pas prises, et d'être toujours dans la réaction d'une crise, de quelque chose. Et de pas être tributaire de ça, ou alors si de l'être, mais en tout cas d'essayer de réfléchir collectivement pour essayer de s'en sortir collectivement. Il y a un modèle américain qui est souvent, que je vois souvent présenté et mis en avant en ligne, c'est les prods indés qui démarrent sur YouTube, qui elles marchent bien et finissent par être achetées par des boîtes. Mais je voulais rappeler quand même que c'est un modèle, il y a un peu le syndrome du survivant, où il y a une ou deux prods qui marchent bien, comme sur Webtoon, mais en vrai, derrière, il y en a 10 qui galèrent. Et que pour avoir des collègues qui ont bossé dessus, c'est des prods aussi où, pour le coup, c'est plus mutualisé, la manière de travailler, mais c'est aussi des gens qui font ça avec vraiment 2 francs 6 sous au démarrage. C'est des projets où il y a vraiment pas de thunes. Et si ça finit par se faire racheter et que les gens sont un peu mieux payés derrière, tant mieux. Mais en vrai, c'est vraiment pas le cas de l'ensemble d'entre eux. Je pense à Ilouva Boss et à Asbin Hotel qui sont un peu le top de ce qui se fait sur YouTube actuellement. Mais faut pas croire que c'est un truc qu'on va pouvoir généraliser au secteur. C'est pas une solution viable de manière systémique. C'est tant mieux s'il y en a qui arrivent à s'en sortir comme ça, et tant mieux si les gens ont envie de faire des prods indés, on peut essayer aussi d'en faire en France. Mais c'est pas un modèle sur lequel on va pouvoir se baser pour refondre le secteur. À mon sens, c'est intéressant à voir, et c'est cool de voir justement des prods qui sont beaucoup plus libres, parce que justement c'est uniquement fait par des artistes techniciens, par des gens qui se sont extraits du salariat et qui ont dit on en a marre d'être payé des clopinettes pour faire en plus des prods pas ouf, on va faire des trucs qui nous plaisent. Ok, on va être payé que dalle dessus, mais au moins on va faire des trucs qui nous plaisent. Mais c'est ça le problème, c'est ils sont payés que dalle, et à côté faut bien payer le loyer, faut bien acheter à manger, et c'est cool de bosser sur des trucs qui nous plaisent en indé, mais parfois on n'a pas trop le choix d'aller prendre ce qu'on nous propose un peu
à dispo. Donc il y a toujours le problème de toute façon de lutter pour là tout de suite pour pouvoir manger et lutter sur le plus long terme pour espérer trouver de nouveaux modèles. C'est pour ça que je dis que nous, notre projet de société, c'est de sortir du salariat. Ouais. Mais on a bien conscience que la réalité pratique, c'est Là, on ça, a le choix, quoi. la défense des salariés, comme tu dis, c'est le côté pratique de la chose. Mais c'est sûr que sur la question de la diffusion, en fait, je pense qu'on est quand même à un carrefour, un carrefour de l'animation, on a un carrefour de changement. On était sur avant des programmes qui étaient exclusivement lancés à la télévision, avec, je sais pas, moi à l'époque où je suis né, il y avait 6 chaînes maxi. Non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, en fait, il y a le cinéma aussi qui a toujours été là. Mais là, en fait, finalement, il y a plein de supports qui sont alternatifs à ça et justement qui permettent aussi de pouvoir avoir son indépendance. Et que c'est pas inintéressant, en tout cas, d'avoir ce genre de démarche. Alors, je sais qu'il y en a qui ont essayé de faire des trucs dans les NFT, ils sont partis n'importe comment. Voilà, mais donc je prends pas non plus ce genre de système-là du tout. Voilà, pas du tout. Je pense que c'est une grosse connerie. Mais en tout cas, ouais, c'est de trouver des. Je pense que le côté collectiviste, quoi, de la mutualisation en fait, des efforts, de se dire que en fait, pour un avenir plus positif par rapport à nos conditions, à nous de nous-mêmes en fait, s'organiser pour changer en fait, de dynamique. Et je pense que les syndicats, mais même les collectifs, moi je suis pas aficionados du syndicalisme. C'est cool si les gens adhèrent à des syndicats, mais s'ils sont militants dans d'autres associations, c'est très bien. Le militantisme de base, associatif ou syndicaliste, ça reste très intéressant parce que ça ouvre des perspectives, ça une espèce d'entraide aussi, de pouvoir partager aussi des expériences et tout ça. Mais le fait de mutualiser un peu les efforts, de se dire que en fait on connaît nos métiers. Tu parlais de créer des peluches et tout, de merchandising et tout. On connaît nos métiers. Moi, je connais mon métier de technicien, on a plein ici qui connaissent ton métier d'animateur. On connaît tous nos métiers. Et en fait, on n'a pas besoin de producteurs en fait, pour vivre. En fait. Un artisan, il faut qu'il trouve une étape, l'ébéniste, ok, très bien. Il va faire son truc, et en fait, il produit. Et après, il espère vendre, c'est sûr. Il espère vendre son produit. Mais il y a toujours des gens qui seront intéressés par l'art qu'on produit. Et je pense qu'on minimise un peu on minimise un peu le pouvoir de ce que notre travail fait. Moi, en fait, il y a plein de gens qui adorent l'animation, qui sont prêts à aider le milieu, qui sont prêts. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui actuellement sont un public et ils se rendent pas compte de la difficulté qu'on a aujourd'hui. Et qu'en fait, on pourrait leur dire, en fait, là, on cherche un autre modèle, une autre alternative, on a besoin de vous. Alors, vous voulez que les productions soient beaucoup plus indépendantes, sur des projets beaucoup plus adultes aussi, peut-être sans doute. Soutenez-nous en fait. Soyez des mécènes de nos projets, aidez-nous à financer des projets sans rétribution particulière, parce que j'aime pas trop le truc donnez-nous puis on vous donne un arpun, c'est pas ça. C'est donnez-nous parce que ça peut, mais je veux dire, si vous voulez soutenir le milieu. Et je pense que moi je crois toujours encore au côté humaniste des gens et le fait que les gens sont intéressés par l'art qu'on produit. Parce que moi je pense que c'est un art. Oui, puis on peut aussi se dire que si on a une organisation qui est plus simplifiée entre travailleurs et qu'on on est autonome, si on arrive à monter des campagnes de financement en ligne, des choses comme ça, qui peuvent être un peu plus ponctuelles aussi et qui passent pas aussi par des plateformes, qui passent par tout un tas de plateformes, dont certaines plus éthiques que d'autres, bref. Mais l'argent qu'on pourrait avoir comme ça, on peut le redistribuer de manière un peu plus juste. Voilà, c'est-à-dire avec des sommes plus petites, on arrive quand même à se payer bien. Voilà. Bon, ça, moi, je sais pas. Il faudrait, franchement, je pense que ça, faut regarder factuellement
est-ce que c'est possible en fait? Est-ce que c'est assez là, parce que là pour l'instant, ce qu'on voit, enfin les productions qui sont montées grâce à des campagnes de financement en ligne, ça reste, enfin pour l'instant c'est impossible de monter un budget complet comme ça. Et même c'est une toute petite part en fait, à chaque fois que je fais comme ça. Ou si c'est pas une petite part, bah, c'est que le projet est sous-budgété. Et puis ça ne s'inscrit pas dans une volonté en plus de production alternative parce que ça reste des studios classiques, entre guillemets, qui le font, que ce soit Ankama pour Wakfu, ou que ce soit Bobby Pills pour leur long métrage Jim Queen, ou même Andarta avec Ewilan. Ça reste des studios classiques, des sociétés qui disent juste bon, on a des projets peut-être Wakfu, c'est parce qu'il y a un gros fandom grâce à Dofus. Bobby Pills, je suppose que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver de soutien pour Jim Queen parce que c'est gay, les diffuseurs ils aiment pas ça. Je rigole même pas, on est encore là. Ouais, et Willan parce que peut-être c'était ambitieux, je sais pas pourquoi ils avaient à l'époque, enfin bref. Mais ça reste des campagnes de financement qui sont faites par des studios en ajout ponctuel, comme tu dis, de leur prod. C'est pas des travailleurs qui se sont dit vas-y on a un projet, c'est cool, on fait une campagne de financement. J'en ai vu aux États-Unis par contre, ça commence à se faire. Oui, c'est ça, puis surtout, en fait, quand même, les studios, ils ont tout un tas surtout quand ils sont gros, ils ont tout un tas de frais fixes. Enfin, bref, tu budgétises pas du tout pareil, mais en vrai, moi, des organisations autonomes de gens qui font du financement, enfin, qui arrivent à être pérennes, perso, je n'en connais pas encore. Faut les créer. Il faut écrire, voilà. On peut la créer, voilà. Voilà, la solution. Non, mais je sais pas si c'est une solution, mais en tout cas, je préfère rester optimiste sur le fait que Moi, je suis optimiste. c'est possible et qu'en bonne intelligence, on peut trouver des solutions. Mais il faut vraiment le budget. Après, il faut trouver un milliardaire qui est prêt à investir pour rien. Quelqu'un m'a dit qu'il est riche. Est-ce qu'on peut passer aux questions? Bah ouais, Peut-être parce qu'il reste pas. Ouais, il reste 20 minutes. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Pour rebondir sur cette histoire de se passer des producteurs, parce que entre salariés, on en parle quand même régulièrement, parce qu'on a l'impression, comme ça a été dit, qu'ils font pas très bien leur boulot, et donc on a l'impression qu'on pourrait vraiment se passer d'eux. Mais il y a quelqu'un qui avait fait une remarque qui était intéressante, et que du coup j'aimerais bien vous faire pour voir quelle pourrait être la réponse, mais c'est qu'en fait un producteur, c'est pas que une personne qui a un poste, c'est aussi un carnet d'adresses. Ouais. Et ils ont des arrangements, des accointances avec toutes les personnes qui décident de à qui est donné l'argent public en fait. Donc si les producteurs décident que une scope qui serait montée n'aura jamais accès à l'argent public, et ben ils peuvent faire du lobbying pour blacklister une scope par exemple. Donc et comment on ferait en fait pour contourner ça, parce que l'idée de reprendre entre guillemets le pouvoir, c'est effectivement de le reprendre aussi grâce au budget, d'avoir des budgets qui nous permettent de vivre correctement. Si c'est pour retomber encore plus bas, finalement ça va pas marcher et ça va être encore plus déprimant et on va juste se retrouver à retourner travailler, être un peu maltraité parce que les salaires sont un peu meilleurs mais toujours pas très à la hauteur quoi. Donc comment on ferait pour contourner tout le pouvoir en fait qu'ils ont pour bloquer les choses? À mon avis, le nerf de la guerre, ça reste quand même du coup les diffuseurs. Il faut qu'on ait des. Des diffuseurs. Ouais, faut trouver d'autres médias, des médias alternatifs, vivre avec eux aussi, des gens qui sont pas, qui sont moins sensibles à des lobbies de producteurs. On n'a pas le choix. En vrai, là, tu vois, dans le rapport de force, on n'a pas le choix. Après, mais bon, après, il y a plein de choses qui changent. L'industrie, elle évolue vachement, le milieu évolue vachement. Donc, si on arrive en fait à trouver des partenaires avec qui on peut travailler, là, c'est très théorique ce que je dis, qui sait qu'à un moment, ça peut. Parce que y a une crise qui est trop importante dans le mainstream, du coup, nous, en fait, on s'en sort bien, et bam, après, t'as. Là, c'est de la géométrie ce que je dis, mais moi je pense qu'il y a un truc de trouver des médias indépendants, se rapprocher d'eux, voir ce qu'ils pourraient avoir envie de faire et voilà. Et après, est-ce qu'un jour on arrivera à travailler avec des plus grosses chaînes ou des plus gros financements Ou même le CNC, pour l'instant, le CNC, il est quand même plutôt... Pour l'instant.
Je sais pas où ça va. C'est juste pour rebondir par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un monde où on ne peut pas intégrer les producteurs dans ce système de scope? Ça paraît trop impossible. Si, s'ils ont le même poids que les autres salariés, oui. Parce que ça pourrait être aussi une solution. Mais on comme parle des fois pas, là, sur on des parle prods, pas des. t'en- Là, en t'en- fait, quand on dit producteur, je pense que. On parle de la Prodac, ouais. On parle. On parle pas des. Oui, je suis d'accord, mais- des- Non, mais j'entends bien. Mais des fois, tu vois, sur des projets, tu peux embaucher un producteur indépendant qui vient t'aider et qui a des contacts. Et est-ce que ça pourrait pas être intéressant de dialoguer avec eux pour essayer de faire changer le C'est vrai système qu'il y a avec aussi eux? des producteurs indépendants, en fait. Oui, des Du coup, tu vois, en producteurs de scope, ça bouche. peut être. Je pense que aussi c'est un peu comme pour apprendre à marcher, il faut tomber quelques fois, enfin, puis recommencer. Enfin, je pense pas qu'effectivement ce serait trop optimiste et peut-être justement par rapport à ce que tu disais genre ce serait encore plus déprimant de tomber. Mais c'est sûr qu'en fait c'est une montagne en fait à gravir qui est pas simple, vraiment. Nous, en tout cas, en tant que syndicat, on est prêt à s'investir pour vraiment aider tous ceux qui voudraient monter des scopes, que ce soit au niveau juridique, que ce soit... on n'a pas beaucoup de moyens financiers, je ne vais pas vous raconter des histoires, la CNT, c'est pas un syndicat qui roule sur l'or, on ne vit que de ses cotisations d'adhérents et d'adhérentes. Mais en tout cas, tous les moyens militants, on peut les mettre en œuvre, les contacts, et ben on peut réseauter, enfin on a un réseau énorme, serait-ce que d'être là, présent... Enfin, moi, je vois, enfin, tous les gens, c'est un espèce on a un milieu qui est quand même assez petit, fermé, mais où tout le monde se connaît plus ou moins. Enfin, je pense que c'est ça, c'est vraiment l'intelligence collective, elle est là. Et il y a plein de gens qui seraient prêts à s'investir dans des démarches comme ça et à se faire passer le mot, d'aider. Les bons exemples qu'on a, nous, à la SNT, c'est des scopes qui sont montés pour créer des librairies ou des éditions, maisons d'édition, pour que les auteurs et autrices de bande dessinée puissent vivent de leur métier sans contraintes financières, quoi, et sans être à la manne des grosses maisons d'édition. Donc ils arrivent à sortir leurs œuvres, à vivre de leur métier, et en fait ils prétendent pas être le nouveau best-seller, en fait ils s'en foutent, quoi. Ils veulent juste vivre, faire de la bande dessinée, enfin voilà. Et en fait c'est sur ce modèle-là, en fait, je me dis, faut pas chercher la gloire, quoi. Faut juste chercher à vivre de son métier, et avec passion, sur des sujets qui nous intéressent, ne serait-ce que dans une COP, dire sur quel projet on part, il y a plein d'idées, on vote laquelle des idées est la meilleure pour le studio, enfin genre de truc où on se dit, on sait nous-mêmes en fait quelle est notre cible d'audience, on est nous-mêmes en fait aussi beaucoup friands de ce qu'on produit vis-à-vis des autres, enfin on est toujours, enfin moi il y a beaucoup de gens passionnés par ce qu'ils font, c'est pas un métier genre juste de travail alimentaire, quoi, heureusement. Donc je pense qu'il y a une vraie intelligence collective qui est présente. Mais oui, effectivement, il peut y avoir des scopes se monter, mais ça reste des exemples de ce qui n'a peut-être pas marché, ou ce qu'il faudrait améliorer. Enfin, des entrepreneurs qui vont seuls pour créer une entreprise ne se disent pas que ça va pas marcher, en fait. Ils se disent que ça va marcher. Et pourquoi est-ce que nous, en tant que salariés, on dirait que ça marcherait pas? Parce que la difficulté est trop importante, parce qu'il y a trop d'obstacles. En fait, je pense que c'est ça aussi, il faut arrêter de se dire que l'entrepreneuriat n'est que pour les entrepreneurs, en fait. C'est aussi pour les travailleurs et travailleuses de vivre de leur passion, de leur métier, et travailler différemment et pour nous, en fait. Vraiment. Après, si on veut rester dans un circuit quand même plus traditionnel, et je suis peut-être un peu utopiste là-dessus, mais à mon sens, plus on sera nombreux, que ce soit dans les prods classiques ou parallèles, en tout cas alternatives, à proposer des projets vraiment originaux, des trucs qui sortent du lot, qui n'ont pas été vus, et qui vraiment peuvent avoir un effet waouh, si plus on sera nombreux à en proposer aux chaînes télé, plus elles seront un peu forcées de reconnaître que oui, on est là, ça peut se vendre, ça peut se faire, les producteurs ont fini par le comprendre vis-à-vis de l'animation adulte, Dieu sait qu'il aura fallu le temps, mais je pense qu'on peut le faire en disant, mais regardez, en fait, on n'est pas obligé de faire une énième adaptation de Oui Oui et Petit Ours Brun. Faut que j'arrête de les prendre en exemple, j'ai rien contre ces séries en vrai. Mais de dire, quelle que soit la cible, que vous aimiez faire du preschool, de l'adulte ou autre, de dire, mais regardez, les travailleurs, ils savent, comme tu dis, ils savent ce qu'ils font, ils font bien leur métier, et on n'est pas obligé de faire du contenu tout lisse, interchangeable, réchauffé. Proposons des trucs vraiment originaux et qui cassent un peu les codes aussi, et au CNC et aux chaînes télé. Parce que je vois beaucoup aussi en prod, surtout les copains qui sont au comité du CNC,
c'est qu'il y a beaucoup d'autocensure des gens parce qu'ils disent oui mais ça j'arriverai pas à le produire, ça va être compliqué à vendre et tout. Mais si nous on s'autocensure à la base, qu'est-ce qu'on va, comment ça va arriver à la fin quand oui on aura des coproducteurs, des chaînes télé qui vont encore plus probablement essayer de lisser le projet. Donc là moi je dis faut qu'on y aille, faut qu'on essaye de proposer des projets franco, originaux, qui je répète pardon mais qui cassent les codes. Qui proposent d'autres types d'histoires, d'autres types de représentations, d'autres audiences. Je suis pas payée par eux, mais typiquement, je trouve que ce que fait Bobby Pills avec Jim Quinn de dire non, on va faire un long métrage full LGBT, vraiment qui cible les communes LGBT autour d'une romance entre deux mecs, bah en France, c'est déjà assez courageux de leur part et c'est plutôt à applaudir. Je comprends qu'ils fassent un crowdfunding du coup parce que c'est vrai que c'est dur à vendre. Mais plus on sera nombreux à proposer des projets comme ça, pas forcément queer, hein, vous pouvez faire autre chose, même si c'est cool les projets queer, mais plus on sera nombreux à proposer des projets originaux qui mettent en avant la plus-value artistique que nous on apporte en tant qu'artistes techniciens, bah plus on pourra aussi accéder à des prods plus intéressantes et peut-être à terme, sur le long terme, mieux payées parce que bah, on reconnaîtra la plus-value de notre travail. Parce que c'est vrai que la plus-value d'un preschool dont c'est la 40e adaptation qu'on voit depuis les années 80 à la télé, elle n'est peut-être pas énorme, mais c'est vrai que les chaînes, elles n'ont pas envie de payer très cher pour ça. Alors que Arcane, c'est un miracle industriel. Mais bah oui, tout de suite, ça ramène un peu de thunes et là, on se dit, ah bah en fait, peut-être que oui, si on met un peu d'argent, ça va ramener encore plus d'argent, oh là là. Mais bon, c'est les producteurs et les diffuseurs, encore une fois, faut leur rappeler, je pense qu'il faudrait travailler sur le long terme là-dessus. C'est ce que j'allais dire. Peut-être on peut prendre d'autres questions. Juste, j'avais un exemple de Hardman qui a récemment... Hardman est en situation de... C'est pas de stop, mais en gros, c'est pas non plus autogéré, mais l'actionnariat de Hardman a été... En fait, les créateurs d'Hardman ont reversé à leurs salariés, ont fait le choix en tout cas, de donner leur part à tous les salariés. Et que les décisions qui sont du coup de l'actionnariat se font avec les actionnaires, donc les salariés de l'entreprise sur les actionnariats. Ça a été possible parce que Hardman avait un historique de création, qui avait le budget, qui avait tout ça, mais là aujourd'hui c'est viable, ils sortent encore des trucs, là j'ai vu qu'ils sortent toujours des ces journées. Mais bon, ou des chaînes de moutons, mais c'est tout aussi. C'était juste question. Petite remarque pour rebondir sur les modèles économiques. Hier, il y a Team2 qui faisait sa conférence sur son grand retour et qui ont ouvertement parlé de l'animation adulte comme un des axes qui était mis en avant pour progresser. Il y avait aussi une conférence assez intéressante sur Secret Level, le Love, Death and Robots côté jeux vidéo, avec Tim Miller qui expliquait qu'en fait, toute l'idée derrière ça, c'est de changer de modèle économique pour les sociétés qui se font des cinématiques de jeux vidéo. Parce qu'en fait, c'est économiquement assez difficile. Il disait, je cite, il y a toujours 2 propres par an où on se serre les fesses. Et en gros, voilà, ils veulent développer ça pour derrière faire de la série, du film, des trucs. Et une petite question, on n'a pas beaucoup parlé d'international. J'ai l'impression un angle mort que j'ai vu notamment quand j'avais fait un article sur les employés de Technicolor en Inde, avec les employés là-bas qui, ne connaissant pas le système des AGS par exemple, comprenaient pas pourquoi les employés de Micros étaient payés alors que eux en Inde ne l'étaient pas. Il y avait aussi des manques de communication au sein du groupe, des gens de Technicolor en Corée qui ne savaient pas de qui ils dépendaient, parce qu'en fait la Corée dépendait du Royaume-Uni qui remontait en France. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à ce niveau-là à faire, au niveau international, avec le Québec notamment qui est en crise, et peut-être entre secteurs aussi, je pense aux effets visuels qui s'en sont pris aussi fortement. Bonne question, vous avez 3 minutes. Bon, on commence par, courage. En soi, ça commence, vu que là, le rassemblement de demain pour demander de meilleures législations contre les IA génératives, c'est la première coalition syndicale internationale, à la fois avec des syndicats du film d'animation, du VFX, mais il y a aussi des syndicats de scénaristes, d'auteurs de BD, de comédiens de doublage,
et qui se rassemblent autour d'un but commun. Et ça peut être un début, oui, de tractage et surtout de coopération internationale entre les syndicats pour s'assurer que on se tire pas dans les pattes d'un pays à l'autre et qu'on se file les infos pour s'entraider. C'est pareil, à mon sens, ça va être long, parce que pour avoir organisé le truc, ramener 25 syndicats à se mettre d'accord, déjà avoir des rendez-vous à un moment clé, c'est pas évident. Donc ça va être de la lutte longue, d'autant que le droit du travail et les encadrements syndicaux sont différents dans chaque pays. Un syndicat américain ne fonctionne pas du tout sur le même principe qu'un syndicat français. Donc rien que de ce principe-là, il y a des limitations qui sont compliquées, mais on doit pouvoir, je pense, sur le moyen et le long terme, regrouper sur des luttes communes. Nico, tu voulais intervenir? Oui, Et c'est la dernière intervention. pour prolonger ce que dit Paps, et j'essaie d'aller très vite, c'est que quand Technicolor est tombé, les seules structures qui n'ont pas été quasiment immédiatement balayées avec des salariés qui n'ont pas été mis à la porte comme ça du jour au lendemain, c'est les structures françaises et les structures belges, parce que justement il y avait un droit du travail qui permettait de protéger, et aussi que, en tout cas côté français, je ne sais pas exactement côté Belgique, il y avait aussi une représentation du personnel qui avait anticipé dans les CSE, les comités de groupe, on avait des délégués syndicaux, anticiper ce qui se passait pour pouvoir mettre en place justement les cadres, les réunions pour qu'il n'y ait pas une sorte de fermeture pure et simple. C'est vrai qu'en Inde, on annonçait aux salariés que du jour au lendemain, il ne fallait pas revenir au boulot demain. Et donc, ça a été tellement compliqué pour les élus et les délégués syndicaux à Technicolor déjà de gérer la partie pour les différentes structures françaises, que pour avoir été en lien avec le délégué syndical, le groupe de Technicolor, les élus et tout, contacter dans cette période-là avec le nombre de réunions qu'ils avaient, ils avaient des réunions tous les jours pour les questions de rachat, etc. C'était hyper chronophage. Contacter les autres salariés qui n'étaient pas forcément très structurés dans les autres boîtes des autres pays, c'était quasiment mission impossible. On a essayé de le faire via notre syndicat international Unimail, dont fait partie aussi la SNTPCT, pour voir si on pouvait justement avoir des points d'appui dans les autres pays et tout. Mais c'était très dur de rentrer en contact. Parfois, il n'y avait juste rien. Et effectivement, comme le disait Paps, les syndicats ont des structurations très différentes selon les pays. Et effectivement, les AGS, c'est des trucs pour eux, c'est hallucinant. Donc, mais c'est une leçon pour la suite, de mieux anticiper au niveau international. Et comme le disait Paps, la manifestation qui aura lieu demain pourrait être comme ça aussi une première étape pour mieux nous structurer au niveau international. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous.